toutes et à tous et bienvenue pour le journal du hardware. J'espère que vous allez bien. On est de retour évidemment pour vous parler tech encore pour cette année 2022. Aujourd'hui autour de ce plateau, nous sommes avec Jika. Comment ça va? Bonne année Jika. Bonne année Maxilda, bonne année tout le monde, bonne année les viewers. Écoute, ça va, je suis content de revenir dans l'émission. Je me souviens plus si j'ai fait la dernière de l'année, je crois que j'étais là. Tu n'as jamais été ban? Non, mais si, parce que j'ai raté je sais pas combien d'émissions entre le Covid, le travail. Entre le Black Friday et le Covid. Je crois que j'avais raté au moins un mois d'émission, donc je suis bien content de revenir. Eh bien écoute, on est très content de t'avoir. Voilà, tant pis. Même si on est masqué. Oui, on est masqué, mais écoutez, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? Peut-être ça ira mieux dans les semaines à venir, en tout cas. Avoir un masque blanc, tiens, tout le monde est en noir, tout le monde est très dark. Hein. C'est vrai qu'on est. Écoute, t'es raciste, tu fais ce que tu veux. Voilà. Nous, on est dans l'ouverture, on est Ça comme ça. commence. Comment ça va, Mélinda? Ça va bien, toi, bonne année. Écoute. On a rien d'autre à souhaiter que bonne année. Ouais, écoute, qu'elle redémarre bien, mais elle redémarre un peu comme les précédentes. C'est pas hyper cool, mais bon, on verra ça. Alors, elle redémarre un peu comme les précédentes. Cela dit, on a beaucoup d'infos pour vous, évidemment. Déjà parce qu'il s'est passé des trucs pendant les vacances, mais en plus de ça, parce que c'est le CES en ce moment. Et donc, globalement, là, on va faire des news. On va faire que ça. Voilà, c'est une spéciale CES aujourd'hui. D'ailleurs, moi, j'avais des tests de prévus. Je devais présenter un volant, parce que Trustmaster m'a envoyé ça. Si vous nous regardez, coucou, ce sera pas aujourd'hui. Ce sera la semaine prochaine. Là, on avec est le CES, c'est mort, on est sous l'eau. Et évidemment, on est avec Chrono, Mi-Homme, Mi-Robot. Comment va-t-il? Eh bien, écoute, ça va super, très bien, merci. Je dis Mi-Robot à cause de ton t-shirt. Si tu cherches le lien, évidemment. Donc, d'abord la santé. Et puis 2022, malgré le fait que ça ressemble à 2020-2021 en termes de port de masque et compagnie, on a quand même une belle année côté jeux vidéo qui s'annonce. Et ça, moi, ça c'est m'excite tout particulièrement. Oui. C'est vrai, c'est marrant hein, quand tu commences à dire et la santé avant tout, hein, tu sais que ça y est, t'es vieux, mais en même temps, putain, c'est tellement le truc le plus important, les amis, tout le reste, on se sent bas les couilles. On est parti avec l'actu de la semaine. Jingle. C'était très court et en même temps, c'était très intense. Et bon, Jika, justement, qui est très intense aussi, va nous parler d'AMD, Nvidia, Intel. On est parti. Ouais, voilà. Disons que c'était un peu. En fait, on ouvre l'émission parce que c'était l'ouverture du salon. C'est-à-dire que, comme d'habitude, ça n'a pas changé, hein, mais virtuel ou pas. Alors, déjà, parce que tu parles du salon. Oui, on va quand même resituer pour les gens qui nous regardent et qui peut-être ne sont pas des férus de technologie, le CES. Qu'est-ce que c'est? Alors, le CES, c'est le salon de le Consumer Electronics Show, donc c'est le salon électronique grand public. Traditionnellement, c'était à Las Vegas depuis depuis très longtemps. Évidemment, l'année dernière, c'était 100% virtuel. Cette année, c'est un format. Il y a un salon physique qui jusqu'au dernier moment a été maintenu, hein, malgré plein d'acteurs qui ont décidé de ne pas venir, LG, Microsoft, Google, etc. Ils ont tous annulé leur venue. Mais finalement, ils ont décidé de maintenir le salon quand même en physique. Ce qui est pas mal, c'est que pour ceux qui sont sur place, s'il y a de la place, s'il n'y a pas trop de monde, c'est tranquille. C'est vraiment l'année où il fallait y aller, en fait. Tu vois, si tu voulais être tranquille, pas être blindé. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'exposants non plus. Quoi. Ouais, et donc on rappelle, c'est vraiment le salon qui va te donner toutes les grandes tendances tech pour le grand public pour les 2-3 années à venir. Donc évidemment, ça, en général, ça commence la veille de l'ouverture du salon par des conférences plutôt traditionnelles. Là, cette année, en fait, comme les autres années, en fait, on a eu à la suite AMD, Nvidia et Intel qui se sont suivis, les trois annonces. Donc, quand tu es sur place, tu cours d'une salle de conférence à une autre. Là, tu es en chaussettes. Tu cliques sur ton lien Zoom et tu es tranquille. Est-ce que c'est mieux ou pas? Ça, c'est pas la question, mais bon, voilà. Donc voilà, et en fait, on va pas passer 3 plombes sur AMD, Nvidia, Intel, parce que c'était pas le truc le plus excitant, je trouve, qu'on a eu cette année. On n'a pas annoncé grand-chose. Ils n'ont pas annoncé grand-chose. Il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Rapidement, chez AMD, la grosse annonce, c'était évidemment les nouveaux Ryzen 6000, donc les nouveaux processeurs d'AMD, qui gardent quand même la même architecture, donc Zen 3 Plus même. Et il faut préciser, ces Ryzen 6000, on n'y aura droit que sur les ordinateurs portables. C'est uniquement une génération PC portable. Après, ils s'annoncent vraiment ultra performants. Il y a un gap assez vénère en termes de perf par rapport aux précédents, donc les Ryzen 5000. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que... c'est plus puissant, mais c'est que pour les portables. Oui, parce qu'en fait, alors, si tu veux, je te dis le truc direct, c'est qu'à même à un moment donné, là, on voit, donc l'ISASU, la PDG, a dit, pour les ordinateurs fixes,
Il y a les 7000 qui arrivent. Il y a les 7000 qui arrivent. Donc voilà, les 6000, on va dire que c'est une sorte de truc un peu hybride, alors que les 7000, ça va être une vraie nouvelle architecture, etc. Les 6000, c'est une sorte c'est des 5000 plus, quoi, en gros. D'accord. Mais ce qui est intéressant sur les 6000, c'est qu'ils intègrent pour la première fois donc, un iGPU, donc une puce graphique au sein du processeur, RDNA 2, donc la même chose que sur les derniers Radeon et sur les Xbox et la PS1, on rappelle. Donc en fait, normalement, ces CPU-là, ils seront vachement balèzes, enfin, ils sont vraiment assez balèzes en termes de performance graphique, ce qui, en fait, techniquement, va te permettre d'avoir un ultra portable chez Dell, chez Acer ou chez Asus, sans carte graphique dédiée, et qui va te permettre de jouer en 1080p à des jeux récents, sans trop de problèmes, sans que ça chauffe énormément, etc. Donc, évidemment, il faudra voir concrètement ce que ça va donner, ça ce sera notre taf quand on sauvera les produits. Mais c'est vrai qu'on a vraiment hâte de voir ça. Pour moi, c'est vraiment l'argument principal de ces machines. Et ils disent que c'est des processeurs très basse consommation. Ils annoncent certains modèles d'ordinateurs portables jusqu'à 24 heures d'autonomie. Donc là, on est au niveau d'Apple et des puces M1, etc. Alors encore une fois, à voir ce que ça donnera, parce que en fait, ils travaillent énormément avec Microsoft pour optimiser à fond Windows avec ces processeurs AMD. Ils ont tenté vraiment de rassurer tout le monde par rapport à Windows 11. Donc normalement, on devrait avoir des ordi portables super véloces grâce à ça. Voilà. Ce qui est intéressant aussi dans cette annonce-là, c'est que quand on dit RDNA 2, on pense spontanément à nouvelles technologies, on pense spontanément à ray tracing. Je serais curieux de voir comment est-ce qu'ils s'en sortent. Voilà. Alors, ils ont annoncé qu'il y aura du ray tracing. Alors là, par contre, le ray tracing sur des puces iGPU, bon, bof. D'autant plus que, pour rebondir sur ce que tu dis, avec des puces AMD iGPU, la solution pour pouvoir baisser les performances demandées n'est pas aussi efficace que celle chez la concurrence, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de DLSS, même s'ils ont du FSR, qui est une solution logicielle. Alors, ils ont beaucoup parlé d'FSR en disant, voilà, avec FSR, vous allez pouvoir jouer à 60 FPS, à 1080p, à des jeux récents, en utilisant FSR, encore une fois. Donc, FSR, on le rappelle, c'est l'équivalent du DLSS, on va dire, entre gros guillemets, chez AMD. Donc, c'est l'upscale intelligent, donc ça permet d'avoir des meilleures performances tout en déchargeant le processeur, la puce graphique, en termes de calcul. Voilà. À part ça, donc chez AMD, il y a quand même eu une nouvelle génération de cartes graphiques aussi, encore une fois réservées au PC portable. C'était vraiment très PC portable. Okay. Chez Nvidia aussi, vous allez le voir après. Donc là, c'est les 6000S de chez Radeon, les Radeon RX 6000S, qui sont dédiés en fait aux laptops fins et laptop gaming, mais fins et légers. Donc vraiment, le but, c'est de faire les trucs les plus fins possibles. Pour Razer. Donc en gros, c'est. Ça me rappelle un truc, c'est que du coup, est-ce que ce serait pas la dénomination AMD pour l'équivalent Max-Q de chez Nvidia? C'est un peu ce que je ressens en fait. C'est-à-dire que là, en fait, il y a les 6000M aujourd'hui pour des trucs un peu plus épais, un peu plus avec un TGP a priori plus élevé. Là, les 6000S, il y aura peut-être moins de perf, mais ça va te permettre quand même de jouer à des trucs assez sexy. Voilà, ils te disent, eux, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez jouer à plus de 100 FPS en Full HD, avec le niveau de détail maxi, etc. Notamment, il y a juste qu'à présenter le G14, donc c'est le nouveau G14, donc c'est un ROG 14 pouces qui est super beau, qui est super fin. Avec un truc full AMD. Il y a beaucoup de PC portables aujourd'hui qui proposent des écrans 120 Hz. Oui, la majorité. Gaming, énormément, oui. Quasiment tous. D'accord. Oui. Le mien, c'est 300 Hz, par exemple, tu vois. Voilà, et ça monte à 300 Hz. Voilà, aujourd'hui, à Asus, certains modèles chez Asus montent à 300 Hz. D'accord. Et aujourd'hui, le minimum sur un gamer, c'est 120 Hz. Ouais. Et c'est souvent plus d'ailleurs, mais voilà. Sauf quand il monte en 4K. Oui, là, évidemment. Yes, bon voilà, après je passe, il y a une nouvelle 6500 XT vendue à partir de $200 que vous ne trouverez pas de toute façon. Celle que vous cherchez même pas. Les mecs annoncent des trucs. Alors, ça, vous l'aurez pas, mais on le sort quand même. C'est juste une parenthèse là-dessus, parce que je sais que c'est une émission TOC, rebond, etc. Ce qui est intéressant, en fait, je vois beaucoup de gens qui disent mais à quoi bon sortir de nouvelles puces, etc. C'est simple, si on ne sort pas de nouvelles puces, d'une part, on est mis de côté parce que la concurrence, eux, ils ne vont pas se priver de le faire. Et d'autre part, si ça n'avance pas, la technologie, c'est quand même fait pour avancer tout le temps. Donc, à un moment donné, on ne peut pas demander aux constructeurs de rester sur des acquis et de juste essayer de fermer avec ce qu'ils ont déjà. Et puis là, on l'a vu depuis les 2 derniers mois, malgré tout, si tu voulais jouer sur de la RTX 3000 ou de la Radeon 6000, côté PC portable, tu avais quand même du choix. Tu arrives à trouver des machines à des prix à peu près normaux, tu vois. Donc c'est pour ça que là, ils ont mis le paquet, que ce soit Nvidia, AMD ou même Intel, on y viendra après, sur les laptops. Vraiment, le laptop, tu sens que c'est le truc qui va faire 2022 si tu veux de la puissance, etc. Vu que de toute façon, tu ne pourras pas acheter de carte graphique et peut-être un peu moins de processeurs pour ton PC fixe. Et c'est d'ailleurs vers ça que Nvidia s'est un petit peu tourné aussi. Ouais, carrément. Alors, Nvidia, il y a quand même eu la blague en disant, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a présenté, j'ai un trou de mémoire, je ne l'ai pas noté, désolé, c'est pas Jensen Huang qui a présenté la conférence. Il a sorti
les normes 3090 Ti en disant elle existe, elle est là, ça y est, c'est tout. Voilà, il a juste montré, il disait voilà, on va la sortir, voilà, ça doit être ça. Je ne sais pas qui il est chez Nvidia, mais j'ai quand même noté quelque chose. Jeff Fisher, pardon, c'est un des PDG d'Nvidia, c'est pas le fondateur, c'est pas Jensen, ça va être le mec juste en dessous. Quoi. Mais il s'exprime bien, il a une voix. Genre, il pourrait être acteur de doublage que ça me choquerait pas. Tu vois. Donc voilà, la 3090 Ti existe, mais pour le moment, ils nous ont donné rendez-vous dans quelques semaines pour avoir plus d'infos, donc possible que ça sorte bientôt. Par contre, justement, parce que là, ça va être vendu 3000 € et encore. Voilà, et pour beaucoup moins cher, vous avez la 3050, ils ont annoncé une 3050 pour PC fixe à 250 $. Oui, alors. Voilà. Prix annoncé. Prix annoncé comme d'habitude, mais voilà. Mais c'est vrai que ça. Quelle chance, vous allez pouvoir une 3050 pour le prix d'une 3080. Ça, c'est. C'est parce que ça. N'achetez pas à ce prix-là, hein. Pitié, ne faites pas ça. Bah non, elle sort fin janvier à partir de 249 $, donc a priori 250 €. Encore une fois, prix officiel. Il n'y aura pas de phone de réédition, hein, comme pour les 3060. Hein, D'accord. Ça sera juste vendu chez les partenaires Asus. Ouais, donc elle ne sera jamais à ce prix. Donc en gros. Clairement, ça va être voilà. Et par contre, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que les laptops gaming, pareil, montent un peu en gamme puisque 3080 Ti et 3070 Ti arrivent sur les laptops. Je suis très curieux de voir les perfs parce que là, en termes de TGP et tout ça, en termes de perfs, est-ce qu'il y aura vraiment un gap énorme? Parce qu'entre une 3080 et une 3080 Ti sur PC fixe, il y a quand même une vraie différence. Là, sur cela, je sais pas. Je demande vraiment à tester. Ce sera le cas, a priori, on va recevoir, mais voilà, et du coup, derrière, tous les gros constructeurs ont balancé leurs nouvelles références chez Asus, chez MSI, chez Razer. Il y a vraiment des PC qui ont l'air méga sexy parce qu'ils utilisent à la fois ces nouvelles cartes graphiques 3080 Ti et compagnie et les Ryzen 6000 d'AMD ou alors les prochains processeurs de chez Intel de deuxième génération qui sont aussi méga intéressants. Donc, ils ont évidemment mis aussi... un petit coup de pinceau sur... Oui, alors en fait, il y a des nouveaux jeux compatibles, Ray Tracing, DLSS, GeForce Now, Reflex, on y est allé dans tous les sens. Ça, ce genre de communication, toutes les semaines, on reçoit des mails à ce sujet. Hein. Donc, ils le font toutes les semaines. Là, ils ont rappelé à nouveau que, oui, si vous voulez du DLSS, du Ray Tracing et tout ça, c'est chez nous qu'il faut aller. Après, voilà, ils ont... Et AMD a énormément insisté sur ces solutions à la lui aussi, notamment FSR, pour rappeler que FSR était là. D'ailleurs, ils ont annoncé un truc intéressant, si AMD, c'est que dans les prochaines versions des pilotes graphiques, tu pourras activer un équivalent d'FSR pour tous les jeux. Tu n'as pas besoin d'attendre que ton jeu soit compatible FSR pour activer un équivalent d'FSR. Alors, dans quelle mesure il sera aussi performant ? Je ne sais pas. Je crois qu'il l'appelle AMD Super Résolution, un truc comme ça. Alors, petite parenthèse là-dessus. Ça peut être intéressant. Petite parenthèse là-dessus, c'est que Nvidia l'a fait aussi. Ils ont fait une annonce récente où, au lieu de passer par les pilotes où tu pouvais l'activer en passant par l'échelle de résolution de rendu, je ne sais plus trop quoi, maintenant c'est implémenté dans GeForce Experience. Et donc, du coup, tu as juste à cocher une case et ça va t'activer dans tous les jeux l'équivalent pas du DLSS vraiment. Hein. Non, attends. L'équivalent FSR, justement. Donc, la solution d'upscale en logiciel. Sauf que, et là où ils sont malins, si ton jeu est compatible DLSS, ça n'active pas cette solution et ça remplace par le DLSS de façon naturelle et transparente. C'est censé être plus performant et plus efficace. Quoi. Donc voilà, donc oui, non, disons que c'est tout ça, tu vois, que ce soit AMD ou Nvidia, c'est très solide. Il y a vraiment tout ce qu'on attend. Il n'y a pas eu de... Voilà, il y a pas eu de mais pas de truc waouh. Un petit truc pour l'e-sport quand même, j'ai vu les écrans compatibles G-Sync, alors G-Sync ou G-Sync compatibles, vont désormais proposer la possibilité que, tu sais, quand tu as ton 27 pouces 1440p, tu vas pouvoir lui forcer du 1080, mais au lieu d'avoir un 1080 qui va prendre tout ton écran et qui du coup va être upscale et du coup va être crade, et ben en fait, ils vont te prendre un 1080 qui va être en fait juste resserré dans ton écran. Il ne va utiliser que les pixels que tu demandes. Il ne va pas les étirer. Ce qui est intéressant pour des joueurs, par exemple, je pense à CSGO, où on sait que tu as des joueurs qui aiment bien jouer sur des petits écrans pour que tout ce dont ils ont besoin soit dans leur champ de vision. Bien sûr. Et ben en gros, ils vont pouvoir justement profiter d'un grand écran quand ils mettent des films ou quand ils bossent ou autre. Et dès qu'ils sont sur un jeu compétitif, pouvoir peut-être réduire cet affichage pour bien tout voir. Bah tiens, je crois que c'est ce qu'on est en train de voir. Voilà, hop, ils réduisent l'affichage. Comme ça, tu choisis vraiment ce que tu veux voir en fonction de ce dont tu as besoin. Ils ont parlé aussi de l'augmentation de la vibrance pour pouvoir faire en sorte que certaines couleurs ressortent plus fort. Ce qui fait que quand tu as un ennemi qui est en rouge sur la map, en fait, tu le vois plus fort aussi sur l'écran. Bon, après, est-ce qu'il n'y a pas un désavantage après, en compétition, ce genre de truc Parce que ça ne va pas être considéré comme de la triche, entre guillemets. Au-delà de ça, c'est surtout que quand tu fais de la compétition où tu es physiquement présent, est-ce que l'écran sera le même que chez toi ?
Il y a des chances que non. Pour t'entraîner ou pour chez toi, effectivement. Et d'ailleurs, ils ont annoncé qu'aussi GeForce Now arrivait. Donc il y a eu les LG il n'y a pas longtemps, et maintenant ils arrivent sur les télé Samsung. Effectivement. Donc, pour moi, c'est un truc vachement intéressant à suivre parce qu'on en a déjà parlé. GeForce Now, maintenant, ça devient vraiment extrêmement solide comme expérience de cloud gaming. Si en plus, tu as juste à allumer ta télé et que tu as accès à ton. Alors justement, j'ai pu tester GeForce Now cette semaine en 4K 60 sur la Nvidia Shield. Voilà. Et alors, je ne vais peut-être pas refaire toute la présentation ici parce que j'en ai longuement parlé dans le mobile, parce que ça me semble être une solution idéale pour iPad, pour téléphone ou autre. Et putain, ça marche de fou, quoi. Ça marche de fou, c'est vraiment... pour le moment, c'est la meilleure solution de cloud gaming qui existe, mais de très loin, quoi. Là, ils ont step up largement en termes de latence et en termes de qualité de rendu. Alors, on parle de l'offre 3080. L'offre 3080, qui, on le rappelle, est à 100 balles pour 6 mois, donc ça revient à peu près à 16,50 € par mois. Ouais. Mais en même temps, au prix d'une carte graphique aujourd'hui... c'est à réfléchir, hein, mais c'est même pas à réfléchir, c'est que c'est beaucoup plus rentable aujourd'hui que d'acheter une 3080. Et tu peux jouer sur téléphone, sur tablette, sur un Mac, sur un Dell de merde qu'on te file au boulot. Sur Dell, si vous nous entendez. Bah non, mais c'est vrai, tu vois, c'est tout le temps des vieux 12 pouces tout pétés, tu vois. Un vieil ordinateur que t'as au bureau. C'est les trucs d'entreprise. C'est vrai que je dis Dell parce que c'est souvent eux qui sont là, mais n'importe quel ordinateur de bureau. Parce que tu n'auras pas les droits d'admin. Oui, c'est ça. Pour l'installer. Non, mais il y a un truc qui est rigolo, c'est ce que tu disais, ça vient sur les télés. Il y a une guerre là qui va être lancée entre Xbox, le cloud et GeForce Now. Ils sont en train d'essayer de prendre d'assaut les télés en natif. Et les box Android TV compatibles, ça va être sympa parce qu'on va vraiment pouvoir jouer dans des conditions. Alors attention, parce que pour le moment, GeForce Now, quand tu le lances en natif sur ta télé, c'est du 1080. Ah oui, non, c'est pas. Donc sur ta télé 4K, t'es un peu déçu. Ça va arriver. Si tu le veux en 4K, il faut avoir la Nvidia Shield. Pour le moment. C'est le début. Le meilleur truc qui pourra arriver, et on n'aura probablement pas, c'est que c'est une alliance entre Microsoft et Nvidia. Pour que si t'as le Game Pass. Le Game Pass avec les technos de GeForce Now, alors là c'est. Vu comme Microsoft fait des alliances, ça tire l'arigot ces jours-ci, ça m'étonnerait pas que ça arrive un jour. En vrai. Et en plus, Xcloud, ça marche pas trop mal, mais comparé à. C'est sans commune mesure. C'est incomparable. Non mais voilà, Microsoft, si vous nous écoutez. J'ai pris le temps du coup de tester un peu toutes les configurations et d'aller chercher. Je cherchais le bug, tu vois, je cherchais les limites et tout, et franchement, ce qui est annoncé et délivré. Donc, j'ai pas grand-chose à redire, à part, comme d'habitude, il y a des petits soucis, on va dire, d'interface, d'ergonomie. On n'est pas encore... c'est encore le défaut. C'est pas Apple, quoi. On n'y est pas encore. Mais globalement, il faut quand même faire la fine bouche pour se plaindre. C'est vraiment très, très bien. Et pourvu que ça continue d'évoluer dans ce sens. D'ailleurs, je précise, j'ai testé que ce soit en filaire, en Wi-Fi, en 5G, en 4G. Et en tout cas, chez moi, peu importe la solution utilisée, ça marchait très bien. Même en 4G, au boulot, en Wi-Fi, en 4G, ça tout saute, mais voilà. En fonction de là où vous êtes, même en 4G, moi, ça marchait très bien. Ça marchait bien. Donc voilà, c'est peut-être l'avenir offert par Nvidia. On verra. Et enfin, on termine avec Intel. Un petit mot rapide sur Intel, parce que alors il n'y a pas eu grand. Enfin, si. Alors Intel, ils ont quand même annoncé. Je sais pas combien, peut-être 20 ou 30 références de processeurs. C'était délirant, mais c'est des déclinaisons de tout. Donc en fait, en gros, là, ils ont annoncé Elder Lake il n'y a pas très longtemps pour les PC fixes. Là, en gros, Elder Lake arrive sur les laptops, sur les PC portables, avec des promesses assez chouettes. Ça, par exemple. Tout comme chez AMD, le Core i9, donc la version la plus haut de gamme de ces nouveaux processeurs, peut monter à 5 GHz, ce qui est un truc qui n'avait jamais été atteint sur les laptops en termes de fréquence. Donc c'est quand même pas mal, avec une nouvelle puce pareil graphique Iris Xe qui promet d'être plutôt efficace en termes de performance graphique. Ça arrive là-bas dans tous les laptops. En gros, là, il va y avoir une guerre sur tous les laptops qui vont sortir dans les 12 prochains mois. Est-ce que tu as du Ryzen 6000 ou est-ce que tu as du Intel Core i9, i7, i5 de deuxième génération? Et c'est des processeurs qui sont vraiment hyper performants. Ils ont montré qu'ils étaient hyper performants sur PC fixe. On devrait avoir quelque chose d'assez cool sur laptop. Et ils ont quand même un peu plus parlé enfin de leur première carte graphique, parce qu'on n'oublie pas que Intel va lancer ses propres cartes graphiques dans les mois à venir. Bon courage les gars. Ouais. Et en fait, ils ont annoncé qu'ils avaient commencé à livrer des partenaires pour équiper des ordinateurs de cartes graphiques Intel. Donc ils appellent ça le premier modèle, c'est Alchemist. C'est le nom de la carte graphique. On va voir.
On va voir. Bon courage, effectivement. A priori, c'est plutôt du milieu de gamme, donc ça va concurrencer des 3060 ou des 6500 chez AMD. Et ils ont aussi leur techno, ils ont aussi leur DLSS et leur FSR, puisqu'ils ont appelé ça le X Super Sampling. Et par contre, un peu comme chez Nvidia, il y aura des unités de calcul dédiées sur les cartes graphiques pour cette techno, contrairement à AMD qui utilise un truc plus universel, mais un peu moins efficace, quoi. Donc à suivre. On verra. Les promesses, c'est bien. Les benchmarks, c'est mieux. Donc on verra ça quand ça sortira. Chrono, tu voulais rebondir sur ça? Yes. D'ailleurs, concernant Intel, il faut quand même signaler qu'ils ont annoncé... ils ont un partenariat avec 505 Games qui édite Death Stranding sur PC, déjà. Et là, en fait, du coup, l'édition Director's Cut de Death Stranding a été annoncée sur PC avec une grosse mise en avant du X Super Sampling dont parlait JK à l'instant. Et donc, ça va être très intéressant de voir comment il se comporte vis-à-vis du DLSS de Nvidia qui, lui, était compatible. Ce sera peut-être encore le cas dans la version Director's Cut, mais en tout cas, qui était ultra efficace sur Death Stranding avec une 2060, tu tournais en 4K 60 sans aucun souci. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Le fait qu'il y ait un partenariat, ça me laisse présager le fait que c'est sûrement un minimum efficace, dans la mesure où tu ne mets pas un partenariat au hasard comme ça. D'autant que Death Stranding a super bien fonctionné sur PC. Et moi, ce que je trouve cool, c'est que là, cette tendance à proposer des technos d'upscale efficaces, c'est hyper bénéfique pour les joueurs, en fait, qu'ils n'auront plus besoin, forcément. Ils ont compris que voilà, sur PC, tu n'auras plus besoin, j'espère, tu n'auras plus besoin d'avoir une carte graphique à 600 balles pour jouer correctement, avec des bonnes technos d'upscale, ça va tourner. Et j'aimerais bien que la même chose arrive sur console. On n'a pas d'équivalent. Le problème, c'est que sur console, c'est AMD et que le hardware, il est spécifique et il est arrêté à date. Ah ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas rajouter des cœurs dédiés ils peuvent déployer FSR sur si c'est logiciel. Ils pourraient déployer des cœurs de FSR. Mais moi, je trouve qu'il y a un vrai gap. Pour moi, c'est même pas. Enfin, j'ai du mal à comparer les deux. Moi, je trouve qu'il y a un vrai gap entre le FSR et le DLSS et potentiellement entre le XESS de Intel. Je pense potentiellement qu'il y aura un vrai gap. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est la raison pour laquelle Intel a choisi de mettre des cœurs dédiés. Si c'était aussi simple que ça, ils auraient fait une solution logicielle aussi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Tout est dit. JK, on reste sur toi pour le moment, puisqu'on va enchaîner avec des PC portables, avec cette fois-ci, pas des particularités à l'intérieur du PC, mais plutôt c'était quand même la grande tendance cette année sur le CES, et je trouve ça assez cool, parce que voilà, on a eu les smartphones, on a eu le Galaxy Z Fold, etc., qui ont atteint un certain niveau de... Voilà, c'est le Z Fold 3 est un super produit. Et bien là, le premier à tirer pour les laptops, c'est Asus, puisqu'ils ont annoncé le ZenBook 17 Fold OLED. Bon, par contre, le nom... À tes souhaits. Peut-être pas leur comme d'habitude, souvent avec ce genre de produit. Pour le coup, je trouve que ça a du sens. Je trouve que chaque mot dans le nom... Mais il y en a trop. D'accord, mais juste... Le Fold... ils appelaient ça le ZenBook Fold 1. Fin. Ouais, mais bon, s'il y a une version qui n'est pas OLED et qui ne se folde pas. Donc attends, c'est quoi le concept? Et en fait, ce qui était cool, c'est que nous, on a eu un pré-brief. Moi, j'avais un pré-brief avec eux. Ils m'avaient présenté le truc. Alors à distance, malheureusement, j'ai pas eu le produit dans les mains. Et ils nous ont montré en disant voilà, c'est un nouveau ZenBook et tout. Et je vois, il est assez épais. Je comprends pas. Je dis cela parce qu'en fait, la nouveauté, c'est que en fait, c'est tout simplement une grande tablette de 17 pouces. Ok, Inception. Qui se replie. Ouais, bon, le trailer. Je crois après on a des vidéos un peu plus qui montrent un peu plus le produit. Donc une grande tablette de 17 pouces qui s'ouvre en deux. Voilà, qui a un trépied comme une surface en fait que tu vas poser. Et tu as un clavier détachable que tu vas utiliser, donc écran 17 pouces, clavier détachable, avec ton Attends. Donc c'est juste... Excusez-moi. C'est juste une tablette. Voilà, de base, on va dire une grosse tablette de 7 pouces. Plier. Voilà, c'est ça. Clac. Que tu plies. Et en fait, quand tu la déplies, elle peut tenir toute seule comme ça. Oui, parce qu'elle a un trépied. Elle a un trépied. Le trépied sorti. Et le clavier, tu le mets où? Et le clavier, tu le poses de manière magnétique sur la partie basse de l'écran, et là, ton Windows 11 s'adapte, et là, tu te retrouves avec un écran de 12 pouces et un PC portable classique. Et en fait, tu replies le truc et tu remets le truc par-dessus. Alors, ça a l'inconvénient que ça donne un truc assez épais pour... tu vois, attends, on va peut-être le voir, on le voit, je crois, sur une des vidéos, laptop, le clavier qui se pose. En fait, donc de manière magnétique, tu poses le clavier en bas, là où c'est marqué OLED. Ouais, d'accord. Tu as du coup ton format 12 pouces comme un ultra portable classique, et voilà, un PC portable tout à fait normal qui utilise les derniers processeurs d'Intel, enfin un truc qui est assez costaud en termes de perf. Tu as un Tera de SSD, voilà. Ah non, on voit pas normalement, à un moment donné, on devrait voir. On voit l'écran, voilà, là, c'est sur la nana. Ça passe très vite. Ça passe très vite, on voit la nana qui a le clavier sur les genoux. Alors évidemment, l'inconvénient, donc c'est pas forcément, t'as pas obligé de le coller magnétiquement. Tu peux juste le faire à distance en Bluetooth. Oui, tu peux aussi, parce que c'est un clavier détachable ou c'est un truc que tu vas coller magnétiquement. On dirait ce que voulait faire Microsoft avec le Duo, mais
mais en mieux. Tu sais, il y a quelques années, c'est Lenovo, je crois, qui avait annoncé un concept comme ça d'écran, de PC avec un seul et même écran. Sauf que le problème, c'est que la partie clavier était tactile. Oui. Et ça, c'est quand même le pire truc de la Terre. C'est pas bien. Il avait sorti le yoga book, non, c'est pas ça, c'est pas les yoga books. Alors, c'en était un comme ça, en fait, qui était vraiment... J'avais essayé, c'était infâme, parce que tu avais un retour haptique un peu sur le clavier, mais tu n'avais pas une sensation de frappe. Et pour le coup, tu étais vraiment sur une seule dalle, comme ça, et il y avait le clavier tactile, c'est horrible, tu peux pas travailler toute une journée dessus. Là, au moins, ils ont mis un clavier physique, et surtout, je trouve ça pas bête de pouvoir te faire un écran plus grand si tu mets le... Tu rentres chez toi, tu es à ton bureau, hop, tu as quand même un écran. Tu as deux tailles d'écran, en fait. Pas mal, hein. Moi, j'aime bien l'idée. Rappelons quand même que 17 pouces, c'était une taille d'écran grand quand on était dans les années 80, fin 90. Non mais vraiment. Non mais même 2000. On avait les 15 pouces, bah oui, même 2000. On avait les 15 pouces et les 17 pouces, c'est que tu étais bien quand tu avais un 17 pouces en général. C'est sûr. Et donc je trouve le concept assez cool. Par contre, effectivement, ça rajoute quand même de l'épaisseur, parce que pour un ultra-portable, il est quand même assez épais. Enfin, non, il est assez lourd, déjà, il fait 2 kg. Il fait, je crois, 2 cm et demi d'épaisseur. Donc évidemment, ce sera pas un MacBook Air ou un ZenBook qui fait 1 kg. Donc, oui, de l'autonomie, la puissance. Alors, la puissance, donc on a encore un Intel Core de 12e génération, donc les derniers dont on a parlé juste avant, 16 Go de RAM. L'autonomie, ils n'ont pas trop communiqué dessus. Faudra voir. Alors c'est un écran OLED, donc évidemment comme le nom l'indiquait, donc déjà on aura une bonne image. Et en termes de conso, ça ne consomme pas de fou. Ouais. Après, il faut voir, parce que la dalle 17 pouces, bon, ça peut quand même consommer pas mal. En version 12 pouces, faut voir. Ça j'avoue, faudra tester. Ça sort dans le milieu de l'année. Au prix exceptionnel. Ça va être horriblement cher. Ça va être affreusement cher. 12 700. Tiens, rappelez-vous que le Galaxy Fold, le premier donc de Samsung, il était sorti à plus de 2000 €. C'était un smartphone. Donc à votre avis, combien un truc comme ça peut sortir, sachant que c'est pareil, c'est une nouveauté, c'est le premier d'une génération. Donc voilà. Il y a quoi à l'intérieur? C'est très premium. Moi je dirais 3000 minimum. 3000 minimum, ouais. Il y a un GPU dedans ou pas? Non, il y a un ouais, donc tu as déjà. Non, mais c'est ça. Tu payes la techno. Là, tu payes. Ah, tu payes la techno. L'innovation, quoi. Là, tu payes l'innovation, c'est sûr. Pour moi, tu payes l'innovation. Ouais, 2008. 2008, ouais. Et 3000 pour. 3000. Bon, je sais pas du tout. Putain, je suis perdu là. Je panique. Vas-y, dis un truc, dis un chiffre. Mais non, mais c'est trop facile après. Allez, 2009, voilà, la triche la plus totale. Eh ben, vous n'y êtes pas du tout, parce qu'il sera vendu 4000 €. Ah, bah c'est moi qui l'ai gagné. Le double d'un smartphone. Mais non. Bah, c'est non. Alors, 4000 balles. Oui, mais le pire, c'est que c'est pas que c'est horriblement cher, mais vu les prix pratiqués à l'époque du Fold, etc., c'est pas totalement illogique qu'ils le vendent à ce prix-là. Ouais, le truc, c'est que cette techno, elle a quand même un défaut. Contrairement à ce qu'on voit sur les images qu'ils montrent, là, sur les vidéos, la pliure, on la voit. Mais de face, on la voit quand même bien moins que ça. Hein. Avec l'OLED, franchement. Faudra voir. Sur le Fold 3, moi je l'ai quand même utilisé assez longtemps. C'est le seul Fold que j'ai vraiment utilisé. Je trouve que la pliure, tu l'oublies. Hein. Enfin, ok, tu la verras toujours, mais elle m'a jamais gêné en fait au final. Ouais, mais. Peut-être que toi, oui, mais. Je la vois. Après, pour jouer, alors sur un 17 pouces, pour mater un film. Est-ce que c'est vraiment fait pour rejouer? Si tu as un grand écran, c'est quand même pour pouvoir profiter de ça. Tu lances GeForce Now, on en reparle. Si, ouais, carrément, GeForce Now. Hop, tac, manette, c'est parti. Là. Tu sais que depuis que j'ai labo GeForce Now, là, j'ai tout le temps une manette dans mon sac. Hein. Oui, mais. Trop bien. Donc ouais, après, nous, on est un cas particulier, mais les gens qui vont acheter ça ne l'utiliseront pas pour jouer à la base, c'est sûr. Même s'il y aura un iGPU Iris Xe, donc a priori, tu pourras même faire tourner des jeux, on va dire, relativement récents, relativement corrects au-dessus. Mais bon, c'est vrai que c'est pas fait pour jouer. Mais justement, moi, j'ai super hâte qu'on le reçoive. Et tu te rends compte? C'est pas tout de suite, mais... C'est pas fait pour jouer, tu lâches 4000 balles, tu peux même pas te lancer une partie de League of Legends, on est où là? Non, mais j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. T'achètes pas un truc à 4000 balles? Je lâche 4000 balles, je peux pas jouer à Assassin's Creed Valhalla, on est où? Ah non. Mais alors tu peux parce que j'ai GeForce Now. On verra les commentaires sur jeuxvideo.com où les mecs, à chaque fois que tu parles de ça, ils te disent ouais mais pour 500 € j'ai une PS5. Bien, ne compare pas ce qui est pas comparable. Ah désolé, c'est un PC portable. Oui, un PC portable à 4000 €. C'est pas forcément fait pour jouer. Use l'écran plus ou pas à 4000 €. C'est pas forcément. Un PC portable à 4000 €, tu peux jouer avec. Oui Ah bah sinon tu t'es fait douiller. Oui, mais là tu payes effectivement une technologie, une innovation, tu payes un écron OLED de 17 pouces. Et je suis d'accord que j'attends plutôt de voir les écrans qui se déroulent. Parce que là, on voit pas la pliure. Ton Fold, tu le payais bien 2 fois plus que n'importe quel smartphone de gamme. Hein. Mais tu peux jouer avec. Je n'achète pas de Fold. Bah toi, peut-être que Jiraya achètera cet Mais il n'achète pas le Fold, il se le fait offrir. Alors, si un influenceur arrive à se faire offrir un Fold, un ZenBook Fold, c'est curieux. Ça commence à être un petit contraste. Et c'est rigolo, juste pour terminer sur ce sujet des écrans pliables.
incroyable, c'est qu'il y a Samsung aussi qui a montré un concept là cette fois-ci, le Flex Note, qui était beaucoup, parce que Samsung était présent avec, ils avaient un gros stand, ils avaient beaucoup de choses à montrer. Pour le coup, ils ont. Et par contre, eux, il y a pas de clavier physique, voilà. Mais a priori, c'est un concept qui sera pas vendu. Mais en fait, c'est pour montrer, parce que en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que qui fabrique l'écran du ZenBook Fold, c'est Asus. C'est Samsung. C'est Samsung. Donc là, c'est leur écran, c'est leur techno. Là, c'est vraiment pour montrer que voilà, regardez ce qu'on peut faire. Là, en plus, c'est super fin, etc. Mais disons que sans clavier physique, effectivement, pour moi, c'est pas des produits qui sont viables, en tout cas sur un format PC portable. Ils ont le mérite d'essayer et de faire avancer les choses. C'est déjà. Moi, je suis content de voir arriver ce genre d'innovation quand même, parce qu'effectivement, Melinda, c'était pas ça dont tu parlais, mais moi j'avais vu un concept comme ça chez Asus au Mobile World Congress il y a au moins 3-4 ans. Et c'était un truc sous vitrine, soit sous cloche, on ne pouvait pas l'approcher. Et voilà, maintenant, ça devient enfin un produit. Les écrans, on a vu vachement de portables cette année, avec des écrans justement pliables et tout. Ouais. Et je trouve que tu sens que ça arrive. C'est plus, on n'est plus à l'échelle du prototype un peu foutraque qu'on a vu ces dernières années. Ça devient vraiment des concepts. Alors, très cher. Industriels, ça marche. Voilà, et industrialisables. On parlait du Fold 1 qui était horriblement cher. 3 ans après, c'est presque abordable, on va dire. Ouais, mais regarde, il n'a pas bougé tant que ça, le Fold. Il y a eu le Flip qui a le Flip, c'est un autre concept. Mais regarde, il y a 200 balles d'écart entre le 1 et le 2. Et le 3, je veux dire, 2 ans plus tard, c'est pas, ça s'est pas démocratisé tant que ça. Parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de concurrence aussi. Et on a vu qu'elle arrive. Elle arrive, la concurrence. Il y en a encore qui ont été présentés là. Là, les prix vont baisser. Espérons. Tu vois, c'est là où c'est intéressant d'avoir des Xiaomi ou des Realme qui veulent faire pareil. C'est qu'eux, ils pètent les prix. Donc ça fait baisser tout le monde. Ah ben les Chinois sur la tech, c'est le free mobile, tu vois, de la tech. Les mecs vont arriver, ils vont tout faire baisser, les voitures, les cartes graphiques, tout. Ils vont tout copier, ils vont tout faire. Si tu veux qu'on enchaîne là sur Samsung, parce qu'il y avait plein d'annonces, t'en as d'autres pas. Parce que moi j'ai fait un peu. Ah non, c'est à ton tour, Melinda. Justement, parce que je l'ai mis plus tard, mais en fait ça colle presque là. On l'a dit, Samsung, c'est quasiment les seuls qui ont vraiment joué le jeu. Sur le salon, c'est-à-dire que ils sont venus, ils ont montré. Ils ont montré. On l'a dit, il y en a plein qui sont barrés. Si vous avez vu la vidéo de Pépé pendant le salon, sur le fait qu'il n'y avait rien. Mais ouais, voilà, après, ça dépendait. Tu avais certains stands effectivement qui étaient pauvres, qui étaient hyper tristes. On en parle maintenant, tant pis, mais c'était des stands vides, genre LG, c'était vide, et tu avais des QR codes sur des petites bornes pour voir les vidéos des produits. C'est pathétique quand tu sais que LG, c'était les plus beaux. J'ai fait 12 heures d'avion pour ça. Ouais, en fait, surtout, mais les vidéos, je les ai déjà vues, Coco. Ça, nous, pour l'avoir vécu avec Jika, là, c'est impossible. Regardez, tu vois. Ça n'existe pas au CES normalement. Imaginez le fait de pouvoir déambuler là autant d'espace, c'est pas possible. Et c'est un truc de fou. Là, il n'y a rien. Alors, je pense que c'est quoi ça doit être le Unveil. Donc ça, c'est l'événement qui est en fait la veille de l'ouverture, où normalement, déjà, il y a des gens qui boivent et qui mangent partout. Ça, je crois que c'est le Unveil. Et on ne passe pas, en fait. C'est-à-dire que tout le monde est à tous les stands. Déjà, il y a la moitié, il n'y a personne. Regardez les trucs vides. Tout le monde est sur les buffets ou en train de faire des interviews. Là, devant les stands, normalement, il y a 150 personnes. Est-ce que l'avantage de ce genre d'événement dans ces conditions-là, c'est pas que du coup, tu te retrouves aussi avec peut-être des plus petites sociétés qui ont peut-être des choses originales à montrer et pour qui le stand, si on peut appeler ça un stand, a coûté moins cher? J'ai vu Pépé présenter des trucs, franchement, c'est des mecs... Alors, oui. Ils sont dans un couloir avec une table, un PC ouvert pour montrer les vidéos de leurs produits. Ça existait déjà. Ça existait notamment au Unveil. Le Unveil, c'est le salon. Enfin, c'est un événement qui est la veille de l'ouverture officielle et des conférences où tu as, je sais pas, une centaine d'exposants qui vont être sur le salon, qui viennent présenter un peu en avant-première leurs produits. Donc, c'est souvent ce format-là de une table, un produit. Là, c'est quand même très, très pauvre. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui ne sont pas venus. Et ceux qui sont venus sont souvent venus avec des grosses délégations. Par exemple, en France, vous aviez la région Nouvelle-Aquitaine qui amenait ces gens, Business France qui regroupait des startups. Enfin, voilà, ils sont souvent venus en bande, donc forcément tu les as aussi. Et c'était souvent des gens qui étaient tout seuls avec leur table, comme tu dis. Là, ça se voit un peu plus. Mais heureusement, il y avait quand même des choses à voir. Et quand on dit Samsung, ils ont fait un événement quand même dans le stade de foot américain de Las Vegas. Ils ont sorti tout. Ils ont sorti le Galaxy S21 FE, donc qui est la déclinaison un peu light et plus fun du S21. Un design moins premium, mais un peu mais qui a un peu les mêmes capacités, qui pour moi arrive un peu tard, puisqu'il faut quand même rappeler que le S21 est sorti il y a un an quasiment, et que le S22 arrive. Va être annoncé dans quelques mois. Donc voilà, tu sais pas bien pourquoi ils ont fait ça, mais bon, ils l'avaient en stock. Mais derrière, ils ont sorti plein d'écrans
plein de techno. Ils ont joué le truc vraiment à fond. Moi, en fait, si on va au CES ou si on suit le CES, c'est pas forcément pour les nouveaux Ryzen 6000, etc. Ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais on sait que ça va être arrivé. C'est pour être surpris, effectivement. Voilà. C'est pour voir des écrans complètement débiles, des concepts improbables. C'est ça qui nous fait un peu kiffer. Comme quand on va à l'E3 pour le jeu vidéo, quand on va au CES, on veut voir l'avenir. Mais c'est ça. Et eux, ils ont sorti cette espèce d'écran incurvé. Des QR codes. C'est l'avenir des salons. T'imagines, c'est horrible. Il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que c'était un peu particulier. Mais surtout, là, ils ont leur unité Samsung Display. Donc, comme disait JK, qui fait les écrans pour Samsung Electronics et qui fait des écrans pour tout le monde, même Apple. Vous voulez qu'on parle de l'arc, du coup, là? Eh ben alors, on l'avait mis après. Moi, je parlais des pliants. Voilà. Ils sont en train de s'arracher les cheveux, là. Désolé, moi, c'était pour parler des smartphones pliables parce que justement, ils ont montré d'autres concepts d'écran. Alors, on connaît le Fold, on connaît le Flip, donc dans leur format. Et là, en fait, ils ont montré des écrans qui se plient en 3. Ah oui, c'est vrai. Tu vois ça. Alors, 2 fois plus de traits au milieu. Ça va juste falloir demander à Levi's de faire des poches plus larges, quoi. Mais alors, oui et non, parce que c'est des formats de taille qui existent déjà, mais en fait, tu vois, dans un autre système de pliage. Alors, très honnêtement, c'est pas non plus totalement révolutionnaire. On sait qu'ils avaient ces technos-là depuis longtemps. Par exemple, ils peuvent plier en 2, ils peuvent plier en 3. Hein? S'ils peuvent plier en 2, ils peuvent plier en 3. Ouais, mais 203, oui. Non, mais c'est ça. Alors, il y a Xiaomi qui avait présenté aussi à une époque un truc qui se pliait en 3. Là, eux, ça se replie. L'avantage que ça, c'est que tu choisis en fait ton format. Tu en fais un smartphone, tu en fais une tablette plus ou moins petite, tu en fais un... Ça fait une grande tablette. En fait, tu vois, tu choisis. Moi, j'aime bien ce concept-là parce que là, pour le coup, voilà, tu fais vraiment ce que tu veux. Ça, c'est pas parce que c'est petit. Ça, c'est ce qu'on appelait à une époque le format en Z. Maintenant, c'est devenu S. Là, chez Samsung, ça s'appelle S, mais ça s'appelait Z auprès des entreprises qui bossaient dessus. Ouais. Apple, par exemple, se murmurait travailler sur un format en Z, comme ça, un truc qui se plie en 3. Ouais, d'accord. On n'est pas prêt d'en voir chez Apple parce qu'ils ne sont pas persuadés que ce soit viable au-delà d'un effet de mode. Donc, Ah bah ça, c'est ça que tu veux, toi. De quoi ça marrant, ça. Attends, ouais, non, mais tu vois, regarde. Il s'étire un petit peu. Tu vois, il y a plein de trucs. Ils ont sorti plein de... C'est à ça que ça sert aussi le CES, avoir des formats qui seront futuristes. Comment il fait, oui. Voilà. Ouais, ce que j'aime bien, c'est que l'interface fait un truc utile. Tu sais, c'est comme le Oppo 2021 qu'ils avaient montré Oppo. C'est le truc qui en dessous, en fait. Ouais. L'écran, c'est un système un peu sur. Oui, mais logiciellement, c'était dégueulasse ce qu'ils avaient fait. Oui, mais parce que l'écran s'agrandissait avec une espèce de fondu. Mais comme le premier Fold, tu sais, où tu ouvrais des Instagram, des applis Instagram, Snapchat. Le vrai défi derrière ces trucs-là, c'est effectivement comment tu adaptes ton OS et ton logiciel. Et ça c'est Google. C'est ce que Microsoft avait du mal à faire. Tu vois. Et c'est Google qui est en train de travailler, qui avait présenté plein de formats justement logiciels pour s'adapter à tous ces nouveaux formats d'écran, avec un poinçon, avec une encoche, avec des machins, et surtout avec des formats d'écran qui se plient en 2, en 3. C'est des problèmes d'affichage derrière qui sont énormes. Mais voilà. Ouais. Donc ici, on a vu Flex S, donc le fameux en 3. J'essaye de rechercher, je me souviens plus du nom, je suis désolée, j'ai oublié le Flex G. Aussi. Je crois qu'on l'a Ils sont en train de mettre des noms sur tous les formats. Voilà. Ça, normalement, c'est le futur des smartphones pliables, si tant est que ça perdure. Ils travaillent sur des formats comme ça. Donc on pourra à l'avenir voir ce genre de format. Moi, j'aime bien le système qui se plie en 3. Je trouve que ça offre plein de polyvalence. Si demain, je vous dis que tous ces modèles coûtent 1500 €. Franchement, je trouve ça pas cher. Okay. Oui, non, mais d'accord. Ma question, c'est... donc demain... Attends, je t'amène autrement. Tu as un budget illimité. Ah, ça j'aime bien quand tu me parles. Lequel tu prends? Le 3. Celui qui se plie en 3. Mais ça, moi, ça fait très longtemps que genre vraiment, là, si tu as le choix de prendre ce que tu veux, tu prends ça, tu y vois une utilité. Moi, j'aime bien parce que... Tu y vois un plus dans ton utilisation quotidienne. Mais j'aime déjà bien les pliables. D'accord. Donc, tu vois, pour moi... J'essaie pas de te convaincre de l'inverse, j'essaie d'être sûr que tu penses ce que tu dis. Je pense que je dis pour la simple et bonne raison que, par exemple, quelqu'un comme moi qui a un iPhone, et j'utilise aussi parfois un iPad mini. J'ai deux appareils, en fait, pour 2 tailles différentes. Donc, finalement, là, j'en aurais qu'un. Un iPhone qui se transforme en iPad mini, tu vois. Tout de suite, ça te parle plus. Tu vois ton iPhone, tu le mets dans ta poche ou dans ton sac? Alors moi, je suis une fille, donc j'ai tendance à le mettre dans mon sac. Mais après, si je dois alors ça ne m'a jamais posé. Tu vois, en plus, j'ai un format, un grand format. Ça ne m'a jamais posé de problème de le mettre dans ma poche. Mais je vais pas faire 10 km. Je suis pas comme vous, à le garder toute la journée dans ma poche. Mais aller d'un point à un autre. C'est là que je peux un petit peu y venir. JK, lequel tu prends si tu as budget illimité? Moi, je prends le ZenBook à 4000 balles. Non mais pour un téléphone. En vrai, c'est le conseil. En vrai, moi, sur les téléphones, tu vois, j'ai eu un Fold pendant plusieurs semaines. J'ai trouvé ça super cool. Mais quand je l'ai rendu, tu vois, le lendemain, j'y pensais pas plus. Quoi. Donc, en vrai, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est plus pour le laptop. Le concept du laptop avec un grand écran, vraiment, je trouve ça mortel. Après, je trouve ça hyper rigolo, ce genre de truc. Mais pour un usage quotidien, j'ai du mal à y trouver mon utilité.
Chrono. Moi, clairement, l'encombrement, c'est trop important pour que je puisse aller sur un fold, quel qu'il soit. La seule solution pour moi, c'est vraiment ceux qui s'étendent comme ça. Sinon, si c'est pas ça, pour moi, c'est niet. Si tu arrives à trouver un concept comme ça sans gagner en épaisseur ou à peine, là pourquoi pas, tu vois. Ce qui se plie en deux, ça veut dire 2 fois plus d'épaisseur par défaut, parce qu'il faut mettre la batterie quelque part. Et la coque et tout. Donc c'est mort. Non, moi, c'est mort. Et ben voilà, c'est là que je voulais venir. Ah ben je suis comme toi, Chrono. Tout pareil. Pareil, nous sommes frères de cerveau. On continue toujours avec Mélinda, parce que là, on a passé un long moment sur les téléphones, sur les écrans pliables, en 2, en 3, en 12, en glissade. C'est ce que je dois te raconter derrière. Allez, les écrans, je te dégage. On va parler de bagnole. Les BM changent de couleur. Mais oui, les BM changent de couleur. Alors là, tu me dis, on s'en fout, c'est un coup de peinture. Mais non, elle le fait pour vous, sinon c'est pas drôle. Alors, si vous avez raté cette petite vidéo qui est sortie ces derniers jours... Ah, il y a une vidéo. Mais oui. En fait, j'ai vu l'info, mais j'ai pas vu. Oh là là, tu vas voir. Alors attends, je te laisse voir. Alors si on a la vidéo en régie, il faut que tu vois. Et attends, je me mets en mode react. Vas-y. Au revoir. Ah oui, c'est une vidéo amateur en plus, enfin amateur. C'est sur place. Wow. Oh sa mère. Ah ouais. T'avais vraiment pas vu. Ah c'est vraiment. J'avais pas vu. Ah c'est ouf. Ah, j'aimerais bien voir de plus. Attends, il y en a peut-être une. Enfin, je crois qu'il y en a une autre, j'ai peut-être pas mise, mais il y en a une autre du plus près. On peut le revoir là. Ah ouais, en roulant et tout. C'est en temps réel. Il y a une Alors bon, vidéo. par contre, petite mention à la trappe pour l'essence qui reste blanche. Oui, c'est j'avoue. Je t'en montrerai une autre que j'ai oublié de mettre dans le conducteur. Et où on voit de plus près, il y a une nana qui a vraiment filmé de plus près. C'est bluffant, t'y crois, t'en veux? Est-ce que j'en veux? Je m'en fous. Là, pour le coup, je m'en fous. Est-ce que je trouve ça bluffant? Oui. En fait, je trouve ça hyper fun. Ça ne sert absolument à rien. Alors non, c'est pas vrai. Visuellement comme ça. Le tuning de fou que tu peux faire avec ça. Mais tu rigoles, c'est la mort de tous les gens qui font du tuning. Le Jackie tuning là, non mais tu fais un mode random qui fait qu'à chaque fois que ta voiture passe à 0 km/h, paf, elle change. Du coup, à chaque feu rouge, tu changes de couleur. Et t'es là. Let's go. Je me posais, moi, c'est est-ce que ça change de couleur en RGB ou est-ce que ça change de couleur d'une à l'autre? Ça, c'est le fan de. Là, on est passé du blanc au noir, c'est pas non plus la folie. Ben oui, je vais vous raconter pourquoi on passe que du blanc au noir pour le moment. Donc pas du rouge au noir, par exemple. Alors, pas encore, parce que c'est fait avec l'entreprise qui s'appelle E-Ink. Vous connaissez E-Ink? Ouais, et je m'en doutais que c'était ça. C'était les spécialistes de la techno d'encre électronique, donc c'est les liseuses, les choses comme ça. Donc, en fait, ça, c'est la BMW iX de base. Elle s'appelle iX Flow maintenant, de fait. Ah bah tiens, là, super. Oh là, quel talent. Ah quand même. Hein. Ah oui, ça mais c'est un écran. Okay, alors, ça c'est cool. Ah ouais, ça c'est cool. C'est ce qu'on appelle une technologie électrophorétique. C'est des millions de microcapsules qui forment une espèce de peau autour de ta bagnole. Si t'as un pixel mort, une capsule morte. Alors, on ne sait pas encore parce qu'il y a un vernis normalement dessus, donc il faut quand même que tu prennes a priori un très très gros choc, ou alors que quelqu'un veuille vraiment te rayer ta bagnole pour t'emmerder. Ça... C'est épais comme un cheveu, le truc, la couche dessus. Tu vois, ça se voit quasiment pas. Et en gros, tu as des signaux électriques qui sont envoyés pour changer la couleur, donc du blanc en effet au gris un peu foncé. C'est vraiment la technologie de l'encre électronique. Ah, c'est quand même un truc de ouf. Et alors, en effet, ça affiche comme des pigments de couleur, mais E-Ink qui sont connus pour travailler entre le blanc et le noir en gros. Donc c'est pour ça. Donc peut-être que si ta voiture de base elle est rouge, ça peut peut-être aller au noir, mais tu vois, je vois pas comment ça pourrait aller. Ça va passer du rouge au bleu, quoi. Enfin, pas pour le moment, en tout cas. En gros, le blanc est parfait, puisqu'en gros, il est en transparence, et le noir est un peu grisé, parce que c'est une encre qui se met en transparence. Donc là, c'est les prémices. C'est les prémices, c'est la Maintenant, il faut amener de la couleur, et puis il faut que Alors, c'est une voiture le noir qui est amené, il faut qu'il soit beau, entre guillemets. Voilà, tu vois. Non, mais si c'est pour mettre ma bagnole en rouge, mais qu'en fait, ça fasse un truc dégueu. Bagnole rouge moche, au lieu d'avoir juste une bagnole rouge. Bon, bah... Alors, mine de rien, il y a quand même, quand je disais c'est un peu gadget, c'est pas totalement vrai. Oui, c'est fun, c'est ça, mais en fait, il y a aussi un intérêt thermique, de régulation thermique. Votre voiture, si elle est blanche, par exemple, et que vous êtes en plein cagnard, vous allez avoir moins chaud à l'intérieur que si elle est en revêtement noir, parce que forcément, le noir absorbe la chaleur. Tu peux te mettre en blanc la nuit, en noir le jour. Ouais, ou l'été, ta voiture elle est blanche, et l'hiver, la voiture elle est... Qu'est-ce qu'il y a? On voit le... Ah oui, mais d'accord, On voit le... En fait, oui, non, mais c'est bon, j'ai pas fait attention. Non, en fait, on voit les traces de colle, on va dire, de la décalco. D'accord. En fait, c'est vraiment un revêtement en mode, c'est une cover. C'est comme une fine couche de peau, avec un vernis dessus de protection. Qui est d'autant plus cool, c'est-à-dire que tu peux le mettre sur n'importe quelle bagnole. Et puis là, c'est un proto, je pense que je dirais pas qu'ils sont allés à la One Again, mais...
voilà. Mais je trouve que c'est intéressant. Alors, la voiture de base, elle coûte quand même, je crois, 150 000 € normalement. Oui, forcément, ça va être un petit peu plus cher. On ne sait pas. Chez BM, ce sera une option à 150 000. Voilà, c'est ça. On ne sait pas, évidemment, si tu prends un PET sur ta bagnole, est-ce que ça t'éclate tout le système ou pas? On ne sait pas, c'est du proto. Donc, ouais, bon. C'est dans un premier temps. Après, est-ce qu'on n'a jamais, j'allais dire, est-ce qu'on n'a jamais rêvé? Après, qui vont me dire, bah non, jamais rêvé de ça, mais est-ce qu'on n'a jamais eu ce délire de se dire, ce serait trop bien quand même de pouvoir, tu vois, d'avoir un tatouage que tu fais ça, tu le changes, ou une bagnole, tu fais ça, elle change de couleur. Je trouve que c'est quand même un truc qui fait un peu waouh et qu'on n'a pas eu depuis longtemps dans les bagnoles. Alors pour ton tatouage, il y a déjà des gens qui avaient essayé. Parce qu'il y a des mecs qui s'étaient amusés à faire une espèce de tatouage en pareil, un truc un peu électronique, hyper fin, et où tu pouvais changer un peu le marché. Bah, tu sais, c'est un peu, je dirais pas comme des décalcos, mais c'est un peu le même principe. C'est à chier. Tu pouvais changer. Mais voilà, mais je trouvais ça fun, cette voiture, parce que, alors, le CES, c'est aussi le salon des voitures normalement, donc il y a toujours des annonces bagnoles. C'est vrai qu'ils sont des annonces bagnoles. Je dirais presque convenu, ok, beaucoup d'électrique, beaucoup de choses embarquées, Amazon qui va être dans les voitures de partout. Alors voilà, c'est assez convenu. Mais ça, au moins, c'était drôle. Les dernières années, on avait des voitures qui volaient normalement. Il n'y en avait pas eu visiblement cette année. Donc, non, ils sont un peu revenus là-dessus. Mais ils sont pas des taxis volants. Tu vois, ça pourrait être, je suis sûr que ça peut être techno militaire. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Tu t'imagines une bagnole qui se camoufle dans la forêt. C'est GTA. C'est ce qu'on disait, c'est GTA quand tu pouvais changer ta bagnole. En vrai, tu dis ça, mais tu as raison, pour l'armée. Mais bien sûr. Pour l'armée, imagine, tu peux jouer au camouflage. Ce sont des technos que l'armée bosse déjà dessus, en fait, ce genre de truc. Il y a des vraiment qui bossent sur des combis qui changent d'aspect pour te camoufler, etc. Tu vois. Moi, voilà, je trouvais ça fun. C'est cool. Et je te fais une petite sélection de trucs fun. Par exemple. Alors, un truc qui va peut-être te parler à toi. Ah oui, c'est vrai, le deuxième, oui. Ah oui. si je les ai bien mis dans l'ordre entre moi. Ouais, j'ai ça, tu peux y aller. C'est ça, donc c'est pour toi, parce qu'avec ton chien, forcément. Évidemment. Ton chien auquel tu tiens comme pas permis, il y a eu le Smart Dog Collar. Alors, c'est une invention française. Ils auraient pu prendre Ragnar, la photo aurait été plus belle. Clairement, t'aurais dû. Et c'est Invoxia, c'est des Français, ils sont pas loin. Tu auras leur proposer ton chien la prochaine fois. Je proposerai mon chien pour voilà. Et en plus là, ils lui ont mis un collier jaune, le pauvre. Il y a plein d'autres couleurs. Alors, Invoxia, c'est les spécialistes du tracker. Vous en avez peut-être sur tracker GPS. Donc ils ont mis beaucoup sur les vélos, sur un peu sur tout dès que vous voulez perdre quelque chose. Sur les animaux, ils avaient fait un module pour les chats et un module pour les chiens. Là, ils vont plus loin. Ils ont fait un collier en mettant des capteurs miniaturisés. C'est un truc à abonnement. Toi, direct, tu parles argent. C'est un peu. J'essaye de te vendre un produit et direct, tu me parles. Bon, vas-y. Je te réponds déjà oui. Voilà. Non, mais. Mais je t'explique pourquoi. Mais vas-y. Il m'a ruiné mon truc direct, quoi. Donc, moi, j'essaye de te vendre ça pour ton chien, voilà, comme tu me parles. C'est fait pour, en fait, vous savez, on parle beaucoup de la santé connectée des humains. Ouais. Ces trucs, CES, c'est aussi blindé pour ça. Et là, en fait, c'est pour les animaux. C'est une des premières fois où on voit vraiment un produit qui est pensé pour faire un suivi respiratoire et cardiaque. Parce que c'est pas toi que je vais te dire, mais quand un animal a des problèmes cardiaques, en général, tu t'en aperçois. Trop tard. C'est un petit peu tard. Et c'est quand même le stress de n'importe quel maître de chien ou de chat. Là, c'est que pour les chiens et que des chiens à partir de 8 kilos, donc ça fait quand même des chiens moyens ou grands. Vu la taille du truc. Tu vas pas mettre ça sur un caniche. Que des vrais chiens, quoi. Okay. C'est toi qui le dis. Mais la taille en dessous, j'appelle ça une serpillière. Oh, c'est moche. Mais ça permet de faire vraiment un suivi. Le collier a été étudié pour n'importe quel pelage, n'importe quelle épaisseur de fourrure et tout. Parce qu'en fait, il est capable de sentir les micro-vibrations du chien et de différencier juste il se gratte de il a un problème cardiaque. Okay. Parce que les trackers, ça s'appuie aussi sur la technologie précédente d'Invoxia. Sur les trackers, ils étaient capables déjà de vous dire votre chien s'est gratté 57 fois dans la journée, il a mangé 3 fois à telle heure, il a aboyé tant de fois et il est allé se balader à l'autre bout du jardin ou chez le voisin. Ça, c'est déjà dans ce collier-là. Suivi d'activité, suivi GPS en direct. Ils ajoutent tous les capteurs de santé pour vraiment avoir un suivi à 360 de ton chien. Donc je sais qu'il y a plein de maîtres de chiens que ça va intéresser de pouvoir suivre ça. Là-dessus, et où tu verras la justification de l'abonnement, il y a donc, c'est compatible Bluetooth, Wi-Fi, et ils ont surtout, eux, un système de puces et de réseau mobile LTE-M. LTE, merci. En le disant, je me suis dit, c'est bizarre. LTE, en fait.
LTE. Ah non, c'est un truc mobile en fait. Tu sais, c'est la 4G. C'est un système de 4G, mais très basse énergie. D'accord. T'as pas besoin d'un abonnement mobile, mais en fait c'est un équivalent. C'est leur technologie à eux, Invoxia, ce qui fait qu'ils peuvent suivre ton animal vraiment en direct où qu'il soit, même si toi t'es pas à côté. Ton chien il s'est barré à 10 km, tu le sauras. Ouais. Moi j'avais foutu ça à un tracker sur le collier de mon chat que j'ai envoyé à 200 bornes de Paris. Je pouvais suivre où il allait, où il se déplaçait et définir une zone. Par exemple, un rayon de 100 mètres, en me disant s'il sort de cette zone-là, parce qu'il était dans ma famille, on m'alerte et tu partages. J'ai tapé LTNE comme ça pour voir. Je me posais la question et je tombe sur l'eau technologie nucléaire explosive. Oh. Ah ouais, là ton chien il va. Ça doit pas être pour les chiens, ça va pas être pour les chiens. Non. LTEM, donc c'est bien, j'ai vérifié, c'est bien LTEM. Donc tout ça c'est intéressant si tu veux vraiment un suivi de ton chien, ne pas te stresser et tout. En effet, dans l'abonnement que tu payes, donc ils n'ont pas défini encore, mais qui va être de 10-12 € par mois, tu as le suivi santé, tu as une appli qui est hyper complète. 10-12 balles par mois quand même. Je suis d'accord avec toi, je trouve ça un peu élevé. 6 balles, je l'achetais. 12 balles, oh gros. Non mais le prix n'est pas arrêté. Moi je fais partie, voilà, ils m'ont présenté le truc, j'aurais dit honnêtement, je trouve que c'est un peu le collier il est très bien. Évidemment, il est prévu pour être résistant si ton chien, tu l'envoies se balader dans la boue, dans l'eau, dans l'eau. Le truc, il y a un revêtement dessus, tu le nettoies, tu passes à la machine et tout. C'est 99 balles le collier avec la techno, plus un abonnement. Moi, je trouve en effet combien 10-12 € l'abonnement. Je trouve ça un petit peu cher. Que le collier soit un peu cher, c'est pas trop grave. Mais à la rigueur, j'ai presque envie de te dire, le collier est pas très cher par rapport à d'autres produits équivalents. Parce qu'en fait, eux, avant, ils vendaient leur tracker de base, genre à 140 ou 150 balles, je crois. Sauf que tu avais dedans 1 an d'abonnement, compris. Oui. Donc ça passait crème. Comment ça s'appelle redis le nom de la marque. Je voudrais voir les différents designs. Invoxia. Okay. Là, tu as plusieurs couleurs, revêtements sur le truc. Je crois que tu as plusieurs, peut-être pas revêtements, mais au moins plusieurs coloris. Donc, je trouve que l'idée est très bonne d'avoir un suivi pour les animaux, parce que ça n'existe pas ou très très peu. Et ça sort en l'été 2022. Ouais, c'est pas encore pour tout de suite. Mais je suis un peu mitigée sur le prix de l'abonnement. Je trouve ça aussi un petit peu élevé, même si tu payes la techno, tu payes des choses, parce que je leur ai quand même dit, si on prend pas l'abonnement, on a quoi Et alors déjà, tu n'as pas le suivi géolocalisation en temps réel de ton chien, de fait, puisque c'est l'abonnement mobile. En fait, c'est l'abonnement mobile que tu payes. Un abonnement mobile de base, ça va être 5 balles, quoi. Ouais. Moins. Et tu n'as pas forcément le suivi respiratoire, les remontées de toutes les données, puisqu'elles vont être prises ailleurs. Après, tu peux partager ça avec ton veto, si tu as les résultats, les données et tout. Il y a une bonne idée. Moi, j'ai juste un bémol sur le prix de l'abonnement. Voilà. Et toi qui es propriétaire de chien, en plus, tu me mets là. 13 balles, c'est quand même un petit peu cher. Et puis, j'ai un doute aussi sur le design. Honnêtement, c'est pas très beau. Alors ça, on attendra de le recevoir et tu le testeras. Pour le moment, ce qu'on voit... on a vu les images tout à l'heure. C'est basique. Je trouve ça assez basique, en fait. Pas fait le design. Mais à la rigueur... C'est un peu épais, quoi, un peu blip. Comme on dit chez moi en Martinique. C'est pour ça que c'est pour les gros chiens, c'est plus discret. Mais donc voilà. L'idée est bonne, mais ouais, c'est ça. Un petit peu moins cher, un design un peu plus sexy, et on sera pas mal. Et on sera pas mal quand même. Donc, est-ce qu'on continue sur la santé ou est-ce qu'on passe sur autre chose? Alors, j'avais une autre. Ils vont me détester. Elle change tout, le conducteur. Elle fout le bronx dans le cadre. Je vais te parler de santé des humains. Ouais. On a donc Invoxia, spécialiste français des trackers, et l'autre spécialiste de la santé, qui est français aussi, c'est Withings. Eh oui. Et ça, qui est-ce qui a inventé la balance connectée, enfin au moins l'a démocratisée et fait un carton dans le monde entier, et notamment aux États-Unis? Eh bien, c'est eux. Et bien, forcément, au CES, ils ont annoncé un nouveau produit qui va être copié partout. C'est la Bodyscan. Et Bodyscan, c'est en fait une station de santé connectée. C'est pas juste une balance. C'est pas mal. Alors là, je vais m'adresser aux gens qui ont besoin d'un vrai suivi de santé et qui ont surtout accessoirement ou un vrai suivi de sportif, parce que on est au-delà de la simple balance connectée. La balance, vous montez dessus. Aujourd'hui, vous avez pléthore, votre poids, votre masse graisseuse. Alors le problème, c'est que c'est pas très fiable. Mais bon. Le truc, c'est que c'est en général, je dirais pas à 50% exact, et les 50% au-dessus sont une estimation qui est de plus en plus précise quand même. Mais de fait, quand vous montez dessus, ça fait juste un seul circuit dans le bas de votre corps. Là, ils ont rajouté une poignée en fait. Là, une poignée rétractable. Tu montes sur alors, honnêtement, quand vous allez monter sur votre balance, ça va être quand même un peu bizarre comme truc. Il faut attraper la poignée comme si tu étais parti pour faire du sport. Ça prend 2 secondes aussi. Mais, donc je ne sais pas si on a vu la photo. Voilà.
Tu vois la petite poignée, en fait, elle se remet. Tu tires sur le câble. Tu tires sur le câble. Et le temps de ta pesée, en fait, ça te prend les mesures habituelles de ta balance. Ça t'envoie des trucs. Et en fait, ça te fait aussi une mesure cardiaque beaucoup plus précise. Une mesure, tout ce qui est oxygénation du sang, tout ce qui va être système nerveux. En fait, les fréquences cardiaques, par exemple, sur ta montre. C'est déjà une montre. Voilà, oui, mais c'est un seul circuit. D'accord. C'est ton doigt à travers le circuit de tes bras. Okay. Là, tu as le circuit de tes jambes, plus le circuit, il y a 4 capteurs ou je ne sais plus combien d'électrodes dans la poignée. Donc, tu te refais un système au niveau des bras qui va faire tout le haut du corps. En général, sur les balances, le problème, c'est que c'est la précision sur le haut du corps qui manque, de fait. Et donc, tu fais 6 circuits. Là, je ne sais pas si vous imaginez. On est passé de 1 sur la montre ou sur les pieds. Donc là, tu as un truc hyper plus précis. La pesée est précise à 50 grammes sur ta balance, pour ton poids. Donc là, non, mais pour les gens qui ont un vrai besoin de suivi, ou pour des régimes, ou pour des sportifs, ça va te donner la répartition de ta masse musculaire, masse osseuse, masse graisseuse, sur chaque membre. Ok, ça, c'est vraiment... Non, mais tu vois, là, quand je t'ai dit, je parle à des gens qui ont besoin d'un suivi extrêmement précis. On est dans un autre niveau. Il y a des OP à faire avec Thibaut InShape, là. Non, mais... Damn, les gens. C'est ça, ça va être un peu ça, soyons clairs. Donc, l'écran LCD qui est un petit peu plus grand, on reconnaît que c'est une Weezing, hein, et tu vas vraiment avoir, mais là, des données à gogo, surtout sur ton suivi. Donc, santé, fitness, cardiaque, respiratoire... Et ils ont un autre truc qui est assez drôle. Alors, je cherche le terme exact parce que je l'ai écrit, mais que j'arrive pas à m'en souvenir. Ils ont un système où ils vont te prendre ton système nerveux dans les pieds. Et ça, c'est extrêmement utile pour la recherche de diabète de type 2. En fait, ils ont racheté une boîte il y a quelques années qui s'appelle Impeto Medical, qui avait en fait inventé un truc qui s'appelait Sudoscan. Donc, c'est vraiment... Comment te dire ? Alors, dit comme ça, c'est pas très élégant. Ça s'intéresse à ta sueur. À prendre ta sueur pour voir justement dedans, l'étudier et voir comment est-ce que tu réagis si tu as des marqueurs. Si tu as des biomarqueurs, en fait. Si tu as des biomarqueurs dedans. Je te dirais qui tu es. Ouais, je sais, c'est pas très élégant. Et ça permet justement de détecter certaines maladies, type le diabète. Donc ça va être très très bien pour les gens qui ont des soucis de diabète parce que ça permettra un suivi. Ils ont une interface qui peut être mise en place entre ton médecin et toi pour le partage de données. Alors c'est un truc qui est évidemment hyper chiffré, qui est mis en place, c'est pas déclenché comme ça, comme vous voulez. Hein, il y a une vraie protection donc, de données, je trouve que c'est un très très bon produit. Je m'inquiète parce que Max ne m'a pas encore demandé le prix. En fait, je pense à autre chose. Je suis en train de me dire que c'est pas mal, mais en fait, je me dis c'est un peu dommage de ne pas intégrer toutes ces technos-là juste dans des machines pour faire du sport. Achète ta machine qui te permet de faire du rameur, du machin, des tractions, et en fait, à chaque fois que tu touches un truc, bam, tu prends les infos. T'as pas envie de faire du sport tous les jours. T'as peut-être envie de vérifier ça tous les jours. Alors, il y a des machines qui font déjà, qui prennent déjà ça. Après, on est dans un système, par exemple, ce système-là, juste avec les électrodes dans la poignée et dans la balance, parce qu'il y a plein de capteurs dans la balance. C'est des systèmes, quand tu vas chez ton médecin ou dans un institut, où tu vas être bardé, tu sais, de plein de petits électrodes et tout, pour prendre tes mesures. C'est des machines qui coûtent la peau des fesses. Là, eux, ils vont pouvoir produire à très grande échelle. C'est pour ça qu'ils vont faire un produit qui vaut quand même beaucoup plus cher qu'une balance. Là, on est à 299 €. Moi, ça me choque pas. Non, mais pour une station de santé complète, c'est ridicule. Enfin, c'est un truc x 34. Une balance, ça coûte combien? J'ai aucune idée. Aujourd'hui, les balances, c'est quoi entre 70 de base quand elles font pas grand-chose et peut-être les Weezing Body Cardio et tout, elles sont à 199 €, tu vois, un truc comme ça, peut-être 200 €. C'est un peu plus cher pour beaucoup plus de compléments, mais c'est pas pour tout le monde. Moi, par exemple, je trouve que le nom est un peu galvaudé. Bodyscan? Bodyscan, ça va, mais quand tu dis une station de santé, pour moi, la station de santé, c'est dans Alien, je rentre dedans et ça me fait une opération à cœur ouvert. Non, mais oui, parce que c'est station de santé juste dans le sens où elle fait plus qu'une balance. Ok. C'est pour ça. Non, mais c'est pour ça qu'on appelle. Tu peux pas dire que c'est une balance parce qu'en fait, elle fait bien plus qu'une balance connectée de nos jours. Parce que s'ils le vendent comme une balance, c'est trop cher. C'est trop cher pour une balance, pour une station. Ah ben voilà. Mais Bodyscan, c'est. Bodyscan, c'est exactement ça. Pour le coup, c'est ça. Et ça fait un peu Alien aussi. Quand je te dis que c'est ce qu'on regarde là. Ben là, il nous met les prix des balances. Tu vois, t'as tout et n'importe quoi. Ah oui, d'accord. Et voilà. Bon, ça va de 20 à 10 000 €. 20, elles ne sont pas connectées pour 20 balles, j'imagine. Ouais, non, je pense que c'est la base de pas grand-chose. Là, c'est vrai que tu peux faire ton suivi avec l'appli Weezing qui est très très bien faite. Qui l'utilise vraiment en vrai? Je dis ça parce que on m'en a offert une, tu vois, donc j'ai une balance connectée Weezing à la maison. Ça, on regarde jamais, quoi. Juste on vient, on se pèse fin. Est-ce que tu l'as lié à ton appli santé? Oui, mais... Et ben de fait, en fait, c'est transparent.
Tu t'en fous. C'est ton appli santé. C'est ton appli santé, en fait. Son appli santé, donc ils s'en Oui, mais le jour où il en aura besoin, en fait, elle sera à jour. Évidemment que tu vas pas faire un suivi. C'est à ça que ça sert, en fait. J'ai l'impression. Plus c'est transparent, mieux c'est. Pourquoi je pensais à la machine de sport, c'est que j'ai l'impression que les gens qui s'intéressent vraiment à ça, c'est soit t'es malade et il y a effectivement un vrai besoin, pas de souci. Soit tu vas bien et dans ce cas-là, il n'y a que les Thibaut InShape en puissance qui s'occupent de leur putain de masse musculaire. Oui, mais il n'y a pas que Thibaut InShape, il y a plein de sportifs de haut niveau qui ont besoin de choses hyper précises. Comme ça, tu as les gens. Mais c'est ce que j'entends, voilà. C'était ma manière vulgaire de le dire. Ou qui ont des problèmes alimentaires, qui ont besoin de suivi. Quand je te disais, par exemple, c'est tout bête, nous on s'en fout, mais ça peut te dire pour chaque membre de ton corps, quelle est la part de masse graisseuse. Tu as des gens qui, par exemple, ont des problèmes ou après un accident où tu dois reprendre de la masse musculaire sur une jambe et pas sur l'autre, ou des choses comme ça. Là, tu peux avoir un suivi de pointe. En plus, il y a des programmes qui vont arriver pour mettre à profit toutes les données que tu vas récupérer sur la gestion du sommeil, sur le suivi alimentaire, sur des... C'est là où je te dis, dans le côté station de santé, où c'est hyper complet. Okay. C'est ça. Mais, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Enfin, qui ça sort quand besoin. Alors, ça sort normalement courant deuxième semestre. D'accord. Parce que tu sais, c'est souvent des produits où il faut s'assurer d'avoir toutes les certifications. Bien sûr. C'est des produits quand même avec des données santé qui peuvent être partagées avec des médecins. Alors, ils ont conçu ça, évidemment, avec des labos, avec des médecins, pour qu'il y ait un suivi nickel et qu'il ne soit pas... approximatif. Donc, second semestre 2022, le temps d'avoir une certification. Tu as un autre truc lié à la santé, ce sont des anneaux. Je l'ai j'ai l'impression que ça s'appelle Circular Ring. Donc mais non, je l'ai viré. On en parlera tout à l'heure. On n'en fait pas? D'accord, tu le gardes pour après? Ouais, je te garde ça pour après. Allez, garde. Le dernier truc que j'ai pour vous, on peut reparler d'autres choses si vous voulez, parce que j'ai plein de conneries. Il nous reste 45 minutes, on a beaucoup de choses à dire, donc tu peux sauter des trucs si tu as besoin. Eh ben écoute, non, je te parle juste de ce truc-là, le double écran, parce que ça va aller très vite. C'est encore un truc made in France. Je ne sais pas comment penser, comme ça vous allez me donner votre avis. Ça s'appelle Slide. D'accord. Est-ce que c'est un nom anglais? Parce que si tu mets pas de nom anglais, c'est pas drôle. Glisse, c'est nom en français. Le glisse. Alors, le glisser, c'est une façon, aujourd'hui, où on est tous, ou beaucoup en télétravail, d'avoir 3 écrans pour travailler chez soi, dans un espace minimum. Sans acheter 3 écrans. Sans acheter 3 écrans. Prouve-le. Eh bien, écoute, si on veut lancer la vidéo, tu vas voir, je vais te le prouver. En fait, c'est un système que tu vas pouvoir mettre sur l'écran de ton portable. Désolé, j'ai ri nerveusement. Voilà. Ça me rappelle un projet de Razer d'ailleurs. Oui, il y avait Razer qui avait sorti. Ouais, qui avait fait genre 4 ans. Il y avait et ben voilà. Je l'ai vu au CES. Ça, c'est 3 ans de R&D quand même. La start-up française s'appelle Portable. Et leur idée, c'est de te proposer un système qui va se greffer sur ton Mac, ton PC Windows, ou ton Chromebook, ou ce que tu veux, même les derniers Mac M1, parce qu'en fait, ça se connecte juste en USB. Ok, donc en fait, c'est pas cool. C'est pas 3 écrans. C'est 2 écrans plus le tien. Sur les côtés et le truc au centre ne sert qu'à se plugger. Ok, c'est pas si con. C'est pour te servir chez toi de 3 écrans, le tien plus 2, coulissant, avec un angle de vue max à plat de 178 degrés. Mais tu as vu, tu peux le replier pour si tu as d'autres gens, si tu es en réu ou des choses comme ça. C'est 2 écrans Full HD, 13 pouces. Donc oui, si tu as un écran 4K à côté, peut-être que tu vas un peu avoir mal aux yeux à un moment. Bon. Mais ils ont 13 pouces Full HD, franchement, ça va. Non, mais tu vois, c'est honnête comme truc de complément. Ça se clipse ou à l'arrière de ton PC pour faire une continuité d'écran, mais tu peux laisser le socle. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu n'es pas obligé de te balader avec. C'est pas un truc que tu colles à ton... C'est des écrans quoi? OLED, c'est quoi? Non, du tout. Non, ça se voit que c'est du LCD de base. Et justement, c'est un écran 4K OLED. Ouais, mais j'imagine. Donc là, la bonne nouvelle que tu es censé... Ton écran principal, ça va être l'écran le plus important. Le reste, ça va être pour des c'est du secours. Chat, c'est juste que comme Discord. C'est juste que comme c'est face à toi vraiment, par rapport aux gens qui travaillent avec un écran à côté, oui, tu vas sans doute le voir plus facilement. Du coup, ça coûte combien? Moi, j'aime bien. Ça coûte à partir de 500 €, parce qu'en fait, ça va dépendre. Ah ouais, non, mais c'est 2 écrans supplémentaires. Voilà. En fait, moi, c'est là-dessus où je suis un peu mitigée. En fait, pour 500 balles, je peux acheter 2 écrans. Et de très bonne qualité. Et de bonne qualité. Pour les défendre, c'est une petite boîte qui fait ça, c'est de la R&D, tu payes aussi. Mais ça ne m'intéresse pas, ça, les gars. Désolé de vous dire que... Il est pas philanthrope. Ça ne me regarde pas. Rien à foutre, que ce soit Apple qui le fasse ou Jean-Mich au coin de la rue. Alors, tu as 2 écrans. Le truc, c'est moi, là où je suis mitigée, c'est sur le truc comme toi, c'est tu as 2 écrans supplémentaires, plus un socle que tu peux ajuster et tout le tralala. Tu choisis les couleurs. Est-ce que 2 écrans, comme ça, en plus, sur ce format transportable, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que 500 € c'est cher ou pas? J'arrive pas à savoir. Parce que tu peux avoir un bon écran, un seul bon écran, en effet, que tu laisses. Mais moi, le problème que j'ai avec ça,
Le problème que j'ai avec ça, moi, c'est qu'en général, partout où je vais avec mon laptop, qu'il s'agisse de travailler ou bien même de faire des choses dans un endroit où je suis posé, il y a toujours un écran à disposition où j'ai qu'à brancher mon HDMI, tu vois. Et donc, le côté unique, le côté transportable ne justifie pas pour moi les 500 € demandés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je suis d'accord. En fait, le fait que ça soit... C'est ma question. En fait, les 500 €, on comprend que oui, il y a un système de coulissage pour le pied, il y a un système d'accroche sur ton ordi, c'est juste un USB-C. C'est cool, c'est vrai. Pour moi, enfin, la cible de ce truc-là, c'est pas nous, en fait, c'est pas les gens qui jouent, etc. C'est le mec qui a pas de PC chez lui, qui est en déplacement avec son petit laptop dans le train, il rentre le soir, il veut taffer, bah, il a ça chez lui, il s'en sert chez lui. Et il a pas envie de s'emmerder en acheter un moniteur, acheter un machin, parce que ça encombre. Là, je suis pas d'accord avec toi. Non, ça peut pas être pour chez toi, JK, c'est la transportabilité qui est mise en avant. Si c'est pour chez toi... Moi, je trouve que c'est une connerie. Mais ce que je veux dire, si j'avais ça... C'est pour chez toi, prends des écrans. Mais oui, mais c'est ça. C'est pour chez toi, c'est gros, c'est lourd, c'est moche. Ton portable que t'embarques du boulot à l'autre. Pense aux gens qui ne jouent pas forcément. Non, mais je parle pas de jeu. Moi, par exemple, je travaille avec mon ordinateur. Où que j'aille, je veux dire, enfin moi, je suis journaliste, donc j'écris sur mon ordinateur pour travailler. Et je me sers effectivement de plusieurs écrans pour avoir l'AFP d'un côté, Use It de l'autre, pour les trucs qui tombent de TV5 directement, etc. Eh bien, moi, quand je vais à TV5 ou bien chez un pote, je vais chez Maxildan, ben, je vais brancher sur ton écran si j'ai besoin d'un deuxième écran. Mais par contre, si c'est pour être chez moi, j'ai 2 écrans qui sont déjà là et j'ai juste à brancher mon PC à mon écran. C'est ce que dit JK, mais un écran, c'est gros, c'est moche. Moi, l'argument, c'est pour les gens qui n'ont pas envie de s'emmerder à avoir des écrans plus chers, tu vois. Toi, t'en as d'utilité de tes autres écrans. Juste comme ça, c'est vraiment pas, c'est vraiment une cible différente, quoi. Moi, par exemple, je pense à typiquement genre, ma femme, tu vois. Des fois, ça l'emmerde de voir mon écran 34 pouces là dans le salon parce qu'on n'a pas de bureau, tu vois. Mais parce qu'elle aime pas les belles choses. Voilà, déjà peut-être. Voilà. Elle m'aime moi, donc je sais pas. Bon, allez, c'était facile, c'était grave. Mais et elle, je pense typiquement ce genre de truc, elle serait peut-être contente parce que malgré tout, elle a aussi besoin d'un double écran pour bosser. Quand elle est en télétravail, elle a pas ça. Donc elle est contente d'avoir peut-être, tu vois, la cible, c'est plus ce genre de personne, tu vois, qui trouve ça moche un écran en fait, tu vois, dans le salon. Et tu vois, je peux. Après, ça résout pas la question du prix, ça c'est sûr. Non, le prix, je suis hyper. Moi, je veux voir un man sortir ça dans le train. Non, mais... Clac, bras, clac. Clac, clac. Alors, tu mates un film? Non, dans l'avion, 3. Dans l'avion pour bien faire chier ton voisin. Non, mais en revanche, le côté, tu vois, où tu peux le replier derrière. Si par exemple, tu as quelque chose à montrer ou tu es en réu, là, on serait en train de l'utiliser tous les 3. Non, mais tu vois, non, mais ce que je veux dire, c'est ça. Il y a ce côté pratique, mais c'est comme le Asus de tout à l'heure. Tu payes aussi, payes la techno, quoi. Il y a un autre truc que tu vas payer. Paye ta batterie. Paye ta batterie. Parce que là, ça s'alimente sur ton PC portable. Alors déjà que les trucs, ils tiennent 5 heures, c'est le bout du monde. Bon, bah là, tu l'éteins au bout de 30 minutes. Moi, c'est un peu ça, le truc sans recharge. Il n'y a pas d'alimentation externe? Bah non, tout est dans le câble, en fait. Dans le câble, tu as l'alimentation, la vidéo, les trucs. D'où mon argument encore plus, c'est fait pour chez toi, en fait. D'ailleurs, voici le câble. Tu plug ton laptop. Non, mais pour moi, ce truc est vraiment fait pour chez toi, parce que du coup, tu rentres, tu branches ton PC portable, tu le poses sur la table, tu le branches. Tu mets tes 3 écrans et tu bosses toute la journée. Ouais. Pour moi, c'est vraiment 500 balles, c'est un peu cher, mais c'est quand même pas si con. L'idée est bonne, faut revoir le prix. Ouais, peut-être le design aussi, encore une fois. En fait, je crois que c'est l'apanage des petites boîtes. Le prix et le design, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Il y a l'idée, mais le reste est un peu... C'est pas grave, ils seront rachetés par une autre boîte qui fera ça bien. Mélinda, est-ce qu'on est bon pour écoute, il y a plein d'autres trucs, mais on peut rester sur les écrans débiles. Moi, je peux enchaîner. Vas-y, allez. Sur les écrans débiles, entre guillemets, parce que là, on va reparler un peu de Samsung. Eux, ils ont annoncé un nouveau... Alors, vous savez, chez Samsung, il y a la gamme Odyssey. Un peu de Samsung. Ça fait 1 heure qu'on parle de Samsung, les gars. On va revenir un peu sur ça. On va bien qu'on laisse la parole à Chrono après. Alors, vas-y, envoie. Bah ouais, mais je suis pas pressé, moi. On t'a dit que c'était la star du CES. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Vas-y, JK, vas-y. Parce que je voulais quand même parler de celui-là, parce que vraiment, il m'a fait marrer. En même temps, je trouve très impressionnant. Donc, la gamme Odyssey, voilà, chez eux, c'est les écrans incurvés, donc les moniteurs. On avait ramené le G9 la dernière fois en test. Et là, ils ont annoncé l'Odyssey Arc. Donc, l'Arc, c'est quoi? C'est un écran, une télé, on va dire, de 55 pouces quand même, incurvé à 1000 R. Donc, c'est la courbure, en gros, de l'Odyssey, qui, en plus... Et ce qui est assez génial, c'est une dalle QD OLED. Donc, c'est le nouvel OLED made in Samsung. Tu l'as vu ça, qui est ultra prometteur. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir sur la vidéo, alors c'est peut-être un peu, je sais pas si c'est plus loin ou pas. Donc, c'est déjà de base, c'est un 55 pouces incurvé qui a la capacité de basculer en mode portrait. Et là, on le voit un peu sur la photo. Mais après, il y a des vidéos de gens sur le salon où là, c'est assez délirant comme image. Alors, avant qu'on voit ça, donc je rappelle, c'est du QD OLED 4K. Donc, c'est vraiment la toute nouvelle techno OLED façon Samsung. Donc ça mélange à la fois... en gros, c'est bien des deux mondes. Ça va être de l'OLED qui va être très lumineux.
comme le QLED, comme le Neo QLED de Samsung. Okay. A priori, ça a l'air hyper prometteur. Et si on peut voir un peu plus loin les vidéos des gens sur les salons, si vous aviez ça. Non, c'est d'autres vidéos. En fait, ça c'est la présentation officielle qui peut finalement pas si intéressante que ça. Désolé, c'est de ma faute, je vous ai mis cette vidéo, mais c'est pas forcément la mieux. Et donc, moi, je trouve ça quand même assez rigolo. Et surtout, alors évidemment, le mode... Voilà, et en fait, quand tu es en mode portrait, en fait, l'idée, c'est de pouvoir foutre tes fenêtres un peu comme tu veux. Bon, en vrai, en pratique, est-ce que tu passes ton temps là comme honnêtement, ça Honnêtement, extrêmement mal au c'est comme leur délire de comment ça s'appelait ça Oui, l'écran qui tournait là aussi. Il y a 2 ans, il avait montré d'Instagram là. Oui, voilà, je sais plus comment il s'appelait. Mais après, l'argument, c'est genre en bas, tu as ta fenêtre de jeu principale en mode portrait, qui est déjà une bonne taille, on va dire, pour jouer sur un moniteur. Et en haut, je sais pas, t'as ton chat Twitch, t'as autre chose. Bon, voilà, ça reste relativement fumeux. Je trouve ça. Non, je trouve ça fun. Non, mais je trouve ça assez. C'est pas mal. Moi, le CES, c'est des trucs comme ça que je veux voir au CES. Mais c'est drôle, mais c'est pour ça. Que j'aurais sans doute jamais chez moi, mais que je trouve ça, putain, on fait ça aujourd'hui. Chrono, l'écran arc. Je suis pas convaincu. Attends, Chrono n'est pas convaincu aujourd'hui. Frère, t'es pas convaincu d'avoir un écran là comme ça qui monte comme ça au-dessus de ton visage et t'as l'AFP. Paf le fil en 4K. Non, en fait, le fil AFP. QD OLED. Je suis pas convaincu par rapport au confort en fait simplement d'utilisation de point de vue global. Et puis, alors moi je suis pas un streamer, donc pour le coup je sais que certains streamers mettent leur chat par exemple au-dessus ou bien voilà. tu vois quelque chose comme ça. Peut-être à un écran dessus, pourquoi pas, à 2 écrans, je sais pas ce que tu vas mettre, à te tordre le cou, enfin je sais pas. Tout en haut, j'ai du mal. Tu mets une lampe à UV comme ça, j'ai l'impression que c'est un écran. Tu mets du écran. blanc genre en haut, c'est clair. Mais en fait, autant gauche-droite, il n'y a pas de souci, parce que pour le coup, je suis habitué à 3 écrans, mais j'ai aucun souci à regarder un contenu sur la gauche pendant que je suis en train de faire un truc, je sais pas, sur l'écran du milieu ou bien à droite, il y a un truc qui se passe. Mais en haut, je trouve que c'est bien moins agréable pour le coup, en fait, simplement. T'as envie d'être allongé. Moi, quand je vois cet écran-là, t'as envie d'être allongé, quoi. Fauteuil bascule et tu joues comme ça, à la limite, tu vois. Mais bon, évidemment. Après, la vérité, c'est que les gens qui vont acheter ça vont s'en servir, vont l'utiliser une heure comme ça. Et après, ils vont remettre en mode paysage. Je sais pas. Ça bougera pas. Ça branche bien, toi. En fait, j'ai l'impression que, pour le coup, moi, j'ai 3 écrans, dont un immense au centre et puis après des écrans sur le côté. Et quand je tourne la tête, quand je fais beaucoup de trucs à gauche pour je ne sais quelle raison, au bout d'un moment, j'ai vite mal au cou, tu vois. Et je me dis, est-ce que finalement, comme ça, j'aurais pas moins mal ? Non. Non, parce que... non. Parce que normalement, tu as un fauteuil qui tourne, donc au pire, tu tournes ton fauteuil. Est-ce que faut que tu bascules ? Ouais, mais mon clavier. Ouais, mais tu vois, du coup, je suis comme ça. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, alors, je sais pas si on l'aura sur le plateau parce que ça prend un peu de place, mais si on peut l'avoir. Tu mettras comme ça ? Et d'ailleurs, attendez, alors pas de prix encore. Dommage. Et ça sort cette année. Voilà. Après, j'ai envie de dire, qui peut le plus, peut le moins. Parce que pour le coup, à l'horizontale, tu t'en sers de façon classique. Et puis, pourquoi pas, tu veux te lancer un petit Ikaruga full résolution. Oui. Ah ouais. Puis voilà. Oh, le Ikaruga du riche. Voilà. Ah ouais. Tu peux. Pourquoi ? Parce que là, ça, c'est quoi ? Ça, c'est un écran à 1500 balles, ça. Facile, à mon avis. Plus que ça, attends, c'est OLED, QD, machin, mes couilles, là ? C'est un QD OLED. Ah, mais c'est un moniteur, attends, c'est pas une télé. C'est du QD OLED. Ah non, ça va coûter cher. Oui, c'est pas du QLED, c'est du QD OLED, c'est leur nouveau truc. Est-ce qu'il va y avoir un seul jeu au monde qui va prendre en charge cette définition dans ce sens-là ? Franchement, alors j'ai... Pas encore. Alors, en fait, oui. Après, c'est du 16e. Non, mais je t'explique pourquoi. En même temps, je dis ça, c'est du 16e. Non, mais je t'explique pourquoi. Je te donne le concret. Moi, j'ai un écran 4K. J'ai activé le DSR, donc c'est le fait de pouvoir cocher des cases pour multiplier la définition de ton écran par défaut sur mon écran 4K. Et quand j'allais dans les jeux, dans les options graphiques, je pouvais monter jusqu'en, je sais pas combien, par de milliers, combien, mais vraiment un truc abusé. Et je parie que ça va au-delà de cet écran-là en natif. Deuxième point. Et c'est là où je te rejoins, c'est que, attention quand vous avez des écrans 4K et que vous activez le DRS dans vos jeux, parce que moi, il y avait certains jeux, dès que je lançais une partie, ça crachait, parce que le jeu ne reconnaissait pas le fait qu'il soit possible d'avoir des définitions, genre de 8000 par quelque chose. Pensé pour du 800 Donc du coup, Saints Row 3, par exemple, le remaster de Saints Row 3, dès que je lançais le jeu, il crachait systématiquement. Je joue à des poubelles, frérot. Oh là là, mais comment est-ce J'ai mis une pièce dans la machine. Et puis en plus, de base, c'est un format 16/9, je le rappelle, donc finalement c'est une télé, quoi. Donc le format, il est classique, il est tout à fait standard, c'est juste que le truc bascule, quoi. Donc voilà, mais je trouve ça... C'était amusant. Ouais, franchement, pour moi, c'est un des produits que j'ai retenu. Alors que l'avenir, JK, l'avenir... Ouais, c'est quoi ? C'est d'avoir 2 écrans, un devant chaque œil,
Et avec un petit logo Sony dessus, n'est-ce pas, Chrono? On va parler PSVR. C'est vrai qu'on le garde pas pour la fin. Là. On va faire un petit rappel technique, un petit rappel pratique d'abord. Rappelez-vous, c'était en février 2021 que Sony a annoncé, à l'époque, la prochaine génération de réalité virtuelle pour les systèmes PlayStation. C'était ça, on n'avait pas de nom officiel jusqu'à là, en fait. Oui. En mars, premier détail sur les contrôleurs donc de ce PSVR, désormais qu'on sait qu'il s'appelle PSVR 2. D'ailleurs, ça me trigger un peu le fait que ça soit PS espace VR2 collé. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a trigger. Oui, voilà. Officiellement, ok. Ouais, c'est ça le nom, PlayStation VR2 collé. Donc on a eu des détails sur les Sense, on a eu le design. Je pense que normalement vous avez potentiellement les images. C'était plus des dessins. En fait, on n'a pas vu les contrôleurs, c'est plus les. Si, à l'époque, on les avait vus à l'époque. Ils ressemblaient au Vive. Ils ressemblent au touch. Avec les sphères là. Je pense que normalement vous avez. Je vous ai mis un petit lien où vous avez les assets pour ça. Oui, pardon, on les a vus. Voilà. Je trouve ça pas mal, cela dit, les contrôleurs. Ouais, pareil. Après, j'imagine qu'il y a des chances qu'ils changent de couleur d'ici là et qu'ils deviennent noir et blanc par défaut, comme sur la PlayStation 5, parce que ça c'était. Ils arriveront en noir, en rouge et en violet. Après. Exactement. Et en fait. Donc du coup, les Sense, donc ces contrôleurs-là, on savait à l'époque qu'il y avait dedans des capteurs de mouvement, système de détection 6 axes, comme dans les casques de réalité virtuelle classiques, c'est-à-dire les Quest 2, les Vive Index et compagnie. Sauf qu'en plus, ils annonçaient le fait qu'il y ait des retours haptiques dans chacun des contrôleurs. Là, on a du détail, il s'agira de un retour haptique, en gros, au lieu d'avoir les moteurs de vibration, au lieu d'avoir pas que le moteur, il y a les vibrations de façon classique et tu as aussi le retour haptique comme on a, je sais pas moi, sur le DualSense. Quand il pleut, tu sens plusieurs points, genre il pleut. Mais là, apparemment, c'est un seul point par contrôleur. Et comme dans la manette DualSense, on a les gâchettes avec retour de force, qui sont adaptatives. Ouais. Avec la résistance, mais ça m'a pas marqué ça, mais ok. Ah putain, ça dépend des jeux. Moi, j'avoue, j'aime bien. Même sur PC, je joue avec ça de temps en temps. Quand c'est bien fait, c'est vraiment super agréable. Okay. Mais bon, alors, donc du coup, là, pendant le CS, on a eu des détails sur le PSVR version 2, avec notamment le fait que c'est un produit qui se veut résolument haut de gamme. Ah oui. Clairement. À un détail près dont on parlera tout à l'heure. Premièrement, c'est que la résolution donc par œil est de 2000 par 2040. C'est-à-dire que ça fait quand même 4000 par 2040 ça veut au total. C'est une sorte de 4K quoi, en tout. Sur les deux yeux, ouais. On est au-delà du Quest 2 qui est à 1832 par 1920 et au-delà du PSVR qui lui était à 960 de tête par, 960 par 1080 par œil. Donc par rapport au Valve Index, on se situe où? Le Valve Index, je crois je ne sais plus à quel niveau il est exactement. Regarde, vas-y. Je crois qu'il est juste en dessous. Je crois qu'il est l'équivalent du Quest 2, peut-être un peu en dessous. Valve Index, 1440 par 1600. Par œil. Ouais, donc c'est exactement ce que. C'est ce que je pensais. Il est légèrement en dessous du Quest 2, qui est à 1832 par 1920 par œil. Ouais. Donc on est bien, quoi. Donc la dalle, c'est une dalle OLED, comme sur le premier PSVR, et contrairement au Quest 2, on ne peut pas dire Oculus, c'est le Meta Quest 2, c'est une dalle HDR. Pareil, alors, sur le premier PSVR, ils annonçaient 90 Hz à 120 Hz, mais il y avait une astuce, je ne sais pas si vous vous rappelez, en réalité c'était 60 Hz par interpolation. Oui, ils avaient une technique de reprojection. Voilà, de reprojection qui donnait du 120 Hz. Là, il n'y a pas de détails sur la nouvelle version, de quoi il va s'agir. Alors, juste à t'interrompre, mais s'ils veulent faire de la 4K à 90 Hz, il va falloir une techno, parce que la PS5 n'est pas capable de claquer ça dans cette définition. C'est vrai. Il va falloir ou alors sur des jeux à chier, quoi. Oui, non, mais voilà, si tu veux un truc super beau comme ce qu'on a vu avec Horizon, là. Voilà, on va y revenir d'un petit moment, vous allez voir. Donc le champ de vision, ils disent environ 110 degrés. On ne sait pas si c'est horizontal, vertical, diagonal, mais bon. En général, c'est le FOV, quoi. C'est le FOV. Ouais, mais ça dépend des casques, parce qu'il y a des casques où tu sais que l'horizontal c'est 110 et le vertical c'est 90, par exemple. Tu vois, enfin bref. Et là, ils disent environ 110. Et d'après ce que j'ai regardé sur le premier PSVR, ils disaient environ 100 degrés. Sauf que c'était valable dans toutes les directions. Donc en gros, c'était 100 degrés pour de vrai. Donc là, c'est environ 110, on verra. Ouais. Enfin, le système de tracking, c'est comme sur le Quest 2, contrairement au Valve Index, contrairement au Vive, et contrairement aussi au PSVR, qui lui avait un système de tracking avec 4 lumières, ou je ne sais pas, c'est peut-être plus que 4 lumières. En tout cas, des lumières avec la caméra, avec les moves qui elles aussi étaient des lumières. Donc du coup, le tracking pouvait être un peu tout sautant dans des conditions lumineuses pas optimales. Là, on est sur un truc qui ressemble au Quest 2, c'est-à-dire 4 caméras qui permettent de mapper directement par rapport à tes contrôleurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Okay. Ouais, jusque-là, on est déjà dans des choses qui, clairement, vont vers le futur, notamment par rapport à la définition de l'image, la technologie OLED, HDR. Dernier point, et c'est le plus important, c'est que il y a à la fois du rendu fovéal. Alors, rendu fovéal, qu'est-ce que c'est ? C'est que
là où ton regard se porte, en général dans les casques VR classiques, c'est au centre, eh ben, ça va être net, et plus on va en périphérie du casque, et plus en fait il y a moins de pixels qui est calculé. C'est une sorte... On va concentrer la puissance de calcul sur le centre de ce que tu regardes, au lieu de le mettre sur le côté, parce que de toute façon, tu t'en fous, c'est ta vision périphérique. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que couplé à ce rendu fovéal, ils ont mis du eye tracking. Ouais. Ça change tout. Et ça change tout parce que ça veut dire que là où tes yeux vont se diriger sans tourner la tête, eh bien, grâce à des capteurs qui sont à l'intérieur du casque, ça va permettre d'avoir le rendu net à l'endroit où tu regardes tout le temps. Et a priori, tu pourras même déclencher certaines commandes avec le regard. Bon, ça le eye tracking, ça existe déjà sur PC, etc. On va voir concrètement si ça va être utilisé par les devs. Après, faut que ça réagisse à une vitesse. Non, mais à ce parce que les yeux, ça bouge. Hein. Non, mais à ce niveau-là, ça a déjà été prouvé depuis des années en termes de... Tac, on sait faire. Oui, il n'y a pas de souci. Et même dans des solutions un peu différentes, toi-même tu sais, des solutions c'est Tobii, je sais pas trop quoi, on voit que ça fonctionne très bien. Mais que le tracking des yeux fonctionne. Oui, c'est la raison. Pas d'inquiétude sur ça. Par contre, que du coup, le rendu fovéal, comme tu dis, suive le tracking à la même vitesse... Ben, moi, je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Il suffit juste de regarder. Alors, tu prends n'importe quel jeu vidéo, par exemple Horizon, Red Dead, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'imagine que oui. N'importe quel jeu en monde ouvert. Et quand tu tournes rapidement ta caméra, en fait, ça charge en temps réel que ce qui est affiché. Donc, il n'y aura pas de souci pour que ça se fasse aussi. Parce que quand tu fais ça avec ta souris ultra vite, fais-moi confiance que je ne suis pas sûr que tu puisses aller aussi vite avec tes yeux. Franchement, ça fait un moment déjà que dans ma tête, c'était assez clair que le prochain gap en VR, c'était le eye tracking, et couplé effectivement au fait de rendre que ce que tu regardes. Donc franchement, si ça marche, GGE, ils ont tout cassé. Mais... Rendons à César ce qui appartient à César sur un point, c'est que le eye tracking est arrivé dans un casque Vive. Il y a quelques temps, je ne me souviens plus comment. C'est le HTC Eye. En fait, il s'appelle non, c'est pas Eye. Le Vive Eye, si, c'est le Vive Eye, il me semble. Voilà, donc il existe déjà. Des casques. De toute façon, ils en sortent plein. Ils fonctionnent. Après, ce n'est pas implémenté dans des jeux de façon native, etc. Mais ça fonctionne, ça existe. C'est ça aussi. Là, ce qui est intéressant, est-ce que j'ai tout dit là-dessus ? Il y a peut-être un détail que tu n'as pas dit, c'est les vibrations dans le casque. Voilà, c'est un détail que je n'ai pas dit, merci. Effectivement, tu as des vibrations dans le casque et tu as un retour haptique dans le casque, ce qui est plus intéressant que des simples vibrations. Alors, non. Moi, je suis pas vite faire mal au crâne aussi. Justement, c'est intéressant parce que des vibrations, ce serait chiant. Par contre, un retour haptique aussi discret que la pluie dans Astro machin, Astro Playroom. Vraiment une petite poutre comme ça. C'est ça. Là, tu prends une balle dans la tête. Ici, tu as un exemple sur leur article, c'est par exemple le pouls du héros s'il est stressé, tu vas sentir un peu le cœur. Ça doit être tellement d'horreur et tout. Non, moi je pense qu'en termes d'immersion, c'est un bon Resident Evil. Ok. Mais ce qui est intéressant en fait dans cette façon de faire, déjà c'est que Sony en général, Sony c'est l'une des rares forces de l'industrie du jeu vidéo grand public qui met vraiment en avant la réalité virtuelle. Ça c'est vrai, on peut pas leur enlever ça. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés. Ils ont proposé un casque de réalité virtuelle. C'était en octobre 2016, le premier PSVR. Effectivement, la console sur laquelle il était proposé à l'époque, c'était une console à quoi 1,7 teraflop, donc la première PlayStation 4, avec un boîtier externe qui permettait de faire du calcul supplémentaire et qui demandait d'ailleurs pas mal de câbles pour brancher. C'est une galère, tu peux le dire. Pour avoir voulu en réinstaller sur ma PS5 récemment, en plus sur l'adaptateur sur PS5. Franchement, j'ai dit. J'ai pas demandé parce que ça me semblait être une évidence. Ouais, dis-moi. Mais tout ça est sans fil. Alors justement, c'est ça le point sur lequel, technologiquement parlant, moi je suis un peu déçu. C'est que non, c'est pas sans fil. Il y a une avancée par rapport au premier PSVR. Mais c'est connexion avec un seul câble. Voilà, c'est un câble USB-C, mais c'est vrai que c'est pas sans fil. Par contre, en fait, il faut quand même garder une chose en tête qui est très importante, c'est que la démarche de Sony avec le premier PSVR, en tout cas à l'époque de sa sortie, donc bien avant le Quest 2 notamment, c'était quelque chose qui était relativement accessible. C'est-à-dire que tu avais ta PlayStation à 400 balles. Tu avais ta PlayStation à 400 balles, tu achetais ton casque VR aussi à 400 balles. Le casque VR à 400 balles, ça te faisait un total de 800 balles. Non, c'était 399. C'est vrai, pour moi, c'était 100 balles de moins. Non, 100%. À la sortie, le PSVR, c'était 399. Tu avais ta PlayStation pareil, 399. Cela étant dit, ça restait le moins cher du marché parce qu'à l'époque, on était face à un HTC Vive à 900 balles et un Oculus Rift S ou un Oculus Rift à 700 balles, un truc dans le genre. Donc tu avais l'offre la moins chère du marché, sachant qu'en plus de ça, ton PC devait être suffisamment véloce parce que la VR, ça consomme, vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai pas le calcul en tête, mais vous multipliez le nombre de pixels par œil
On est d'accord, mais vous multipliez le nombre de pixels par œil avec le nombre d'images demandées pour une expérience fluide, c'est-à-dire 90, et vous voyez combien de pixels se demandent en termes de calcul, bien plus que n'importe quel jeu en 4K, j'exagère à peine. Mais bon. C'est plus vraiment le cas, parce que maintenant, il me semble, notamment avec les cartes NVIDIA, tu fais le rendu que d'un seul œil. Alors, je crois qu'il ne fait pas le rendu justement des deux yeux. Alors moi, j'avais l'impression que c'était une sorte de simili, pas DLSS, mais pareil, une sorte de rendu foveal fixe, etc. Enfin bref, je ne sais pas exactement ce que c'est. Trixe un peu pour ne pas avoir à rendre deux images. Bien sûr. Et de toute façon, il y a un dernier point sur lequel le rendu foveal fixe est important, c'est que dans tous les cas, avec les lentilles qu'on a dans les casques VR en général, c'est-à-dire en tout cas le Quest 2, c'est des lentilles dites Fresnel avec une sorte d'effet de, vous voyez de quoi je parle. Ces lentilles-là, dès que tu détournes le regard du centre, eh bien, c'est ultra flou de toute façon. Oui, c'est dégueulasse. Donc, dans tous les cas, c'est mort. Avec le rendu, avec le eye tracking, j'imagine que la lentille se déplace de toute façon en même temps que ton œil, enfin, légèrement. J'imagine, je sais pas. Ou alors, les moteurs qu'il faut pour... Ou alors, et c'est la solution, j'ai dit c'est un peu au hasard, mais ou alors, surtout, c'est pas le même type de lentille. Ce sera pas des lentilles à Fresnel. Alors justement, je suis en train de chercher l'info, mais c'est pas des lentilles de Fresnel, justement. Ah ben voilà. Faut que je retrouve le. Et j'ai pas trouvé moi. Et là, alors, le gap au-dessus, c'est quand tu peux faire des lentilles comme ça, là, à ta vue. Ça n'a pas besoin de mettre de lunettes dans le casque. Et alors là... après, tu as sur les casques récents, tu sais, une sorte de slider pour pouvoir adapter ton myopie ou bien ton je sais pas trop quoi. Plus ou moins bon, mais... C'est ça selon le casque, c'est plus ou moins efficace. Vous pouvez toujours mettre des lentilles, mais bon. Vu qu'on a tendance à pas trop cligner des yeux dans un casque VR... Mais c'est un peu chiant. J'ai quasiment jamais eu de problème pour... Mais ce qui est intéressant... J'ai perdu mon montre. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que le premier jeu qui a été annoncé comme étant une expérience à destination de ce casque de réalité virtuelle, c'est un jeu de la licence Horizon qui s'appelle... Horizon VR, non ça Horizon Call of the Mountain. Ce qui est intéressant... Alors, j'ai remarqué deux choses avec ce truc-là, c'est que la police t'a marqué Horizon, t'as un trait en dessous, t'as marqué le petit VR Call of the Mountain. Fire Sprite, c'est un studio qui a été racheté récemment par Sony. Ce studio-là avait fait notamment Astro Playroom et Astro VR. Donc en gros, ils savent ce qu'ils font. Trop bien. Exactement. C'est mortel. Et deuxième chose qui est intéressante, c'est que c'est fait bien sûr avec Guerrilla, qui eux sont des porte-étendards graphiques et techniques. Et en fait, dans leur communication sur ce jeu, c'est très simple. C'est genre, on arrive avec un jeu VR qui va pousser littéralement les limites de la technologie et qui va vous montrer un peu ce que c'est que l'immersion visuelle et parce que pour moi, ils ont un coup à jouer, ce ne sont pas les autres, c'est ça, c'est l'immersion en termes de retour haptique, en termes de sensation. C'est un truc que tu n'as pas chez Oculus, enfin que tu as un peu, mais ça marche quand même pas, c'est pas ouf. Si vraiment ils arrivent à rajouter comme ils le font quand même vachement bien avec la DualSense, ça peut rajouter un truc qui manque à la VR aujourd'hui, quoi. Ouais. Mais par contre, là où moi je me pose une question, j'estime légitime, ça va être sur le prix en fait auquel ça va être proposé. La console. Parce que aujourd'hui, alors tu parlais tout à l'heure, on parlait du fait que afficher des choses qui sont belles, etc., c'est compliqué. Là, on a vu qu'ils ont trouvé des palliatifs à ça, c'est-à-dire rendu foveal, etc. Donc grosso modo, tu vas pas calculer toute une scène, tu vas calculer seulement là où tu regardes, etc. Donc on imagine bien que oui, ils vont potentiellement permettre d'avoir quelque chose de très joli. Pour peu que ce soit pas totalement bullshit, ce sera vraiment impressionnant si ça ressemble à ça. Mais par contre, avec toutes ces technologies-là, malgré le fait que ça soit filaire, ce qui est un peu dommage à mon sens, mais en tout cas, je ne sais pas combien ça va coûter. Je ne miserai pas sur du 300 balles à la... Comme disait Melinda, ça va être le prix de la console. C'est le prix de la console. Mais 500 balles. Je pense aussi. Enfin, 500 balles. Je pense pas qu'ils pourront décemment pas le vendre plus parce que je pense qu'ils se tirent une balle dans le pied là. Parce que la VR est pas assez... grand public, tu vois, pour que les gens soient prêts à lâcher 500 balles. Après, là où ils sont malins, faut c'est que leur produit d'appel, c'est Horizon. Et c'est un jeu qui, jeu qui fonctionne. Et les gens qui ont connu la VR, les gens qui ont eu le PlayStation VR, tu leur vends un truc aussi puissant que ça, alors que eux, pendant longtemps, ils ont eu littéralement... Ah, ils vont voir le gap, hein. C'est ça. Oh la vache. Ils ont eu passer d'un truc honteux à un truc vraiment cool, quoi. C'est exactement ça. Donc moi je trouve que c'est un bon move en fait de Sony avec une belle technologie qui est annoncée à l'intérieur. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'autant que Sony, ils sont du genre à quand même pousser la technologie VR à acheter notamment des exclusivités. Il faut qu'on les a pas eu. Iron Man, c'était pas trop mal. Ouais, mais moi je pense à des gros jeux. Je pense à Ace Combat, je pense à Resident Evil. Tu vois, je pense à des trucs comme ça où en fait ils ont littéralement ils ont verrouillé l'exclusivité sur console. Astrobot, c'est un des meilleurs jeux VR. Enfin, le jeu de plateforme Astrobot. Et puis bien. Alors je précise parce qu'en plus les
gens auront raison, ils vont dire, dis donc, tu faisais une émission PSVR, enfin, il n'y a pas longtemps. Quand je dis c'est honteux, c'est par rapport aux autres casques, mais évidemment, compte tenu du prix, ils ne pouvaient pas faire des, faire des miracles. Et puis ça avait beau être le casque le moins abouti, il y avait quand même aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup plus de jeux chez les autres, mais ils avaient quand même de sacrés bons jeux, quoi. Et il n'y avait pas tant que ça. Resident Evil 7, pendant très longtemps, enfin, c'est toujours une exclue PS4, d'ailleurs. Officiellement, c'est toujours une exclue. Oui, voilà, tu peux bidouiller après. Alors, a priori, pour les lentilles, c'est des lentilles du type pancake. Voilà. Pancakes. Qu'on trouve sur la photo. Mais alors, on peut mettre du sirop d'érable dessus. J'avoue que je suis pas OP là-dessus. Mais voilà, je ne sais pas si dans le chat il y a un spécialiste de l'image qui nous dise, parce que je ne sais pas ce que ça apporte exactement. Ok, bah écoute, le temps que tu regardes ça. Merci Chrono en tout cas de nous avoir fait un petit point un peu sur le PSVR 2. On n'a pas de date ni de prix, donc. Pas de date ni de prix pour l'instant. On peut, vu que. Bon, ça l'annonce là, ça fin d'année. Fin d'année, automne prochain, moi je pense. Ouais. Allez, rendez-vous à l'E3, on en verra plus à ce moment-là. Non, mais il n'y en a pas physiquement de l'E3, mais il sera quand même en numérique. Puis de toute façon, on t'inquiète pas, même s'il n'y a pas d'E3, il y a toujours Geoff Keighley qui est là. Mais rendez-vous à Summer Game Fest. Il n'y a pas de souci sur ça. On parlait de véhicules tout à l'heure avec Melinda, notamment de peinture là, côté BM. Eh bien, puisqu'on parle de Sony avec son casque de réalité virtuelle, parlons de Sony avec sa voiture, puisque Sony est peut-être notre constructeur de demain avec sa petite Vision S. Alors on va regarder un petit peu ce que c'est sur l'article que je t'ai mis. Il y a 2 vidéos. Tu peux mettre la première qui donne un peu le mood de ce à quoi doit ressembler une vie dans une voiture de chez Sony. Alors je vous le dis, hein, c'est de la lumière, des trucs épurés et quelqu'un qui est très content de prendre des photos avec un appareil Sony. Voilà. Mais surtout, on va pouvoir juger un petit peu du design de ce qu'on voit. On voit un petit peu l'intérieur aussi du véhicule. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Dis-moi en régie si tu l'as ou si tu es dans la sauce. Je crois, solution numéro 2 à mon avis. J'aime bien laisser un petit... On a trop changé le... blanc là comme ça. Non, c'est pas ça. Ça c'est le PSVR 2, ça. Ouais. La même chose. Regarde sur le... On est dans les dossiers là. Dans le dossier, évoqué, voiture, Sony, SUV, nana. T'as un article de The Verge, il y a 2 vidéos dedans. Tu lances la première et t'envoies ça en full screen. Dans le chat, ils nous disent que en fait, les pancakes, ça désigne des lentilles qui sont extrêmement fines. D'accord. Alors après, moi, je ne connais pas assez, mais c'est des lentilles pancake P95. Il va falloir qu'on voit ça, surtout qu'est-ce que ça va apporter, parce qu'il a raison, Chrono, le type de lentilles, ça peut vraiment changer. Parce que par exemple, sur des lentilles, je crois que c'est les Fresnel, je sais plus, tu as ce qu'on appelle les godrets, donc tu peux voir des traînées lumineuses dans le rendu, ça manque un peu de finesse, etc. Donc ce sera vraiment à surveiller, quoi. Les gars en régie, est-ce qu'on a des trucs? Est-ce qu'on a des infos? C'est bon? C'est bon? Vas-y, envoie la vidéo. Il y a le bandeau aussi en bas à changer. On va y arriver. Avec du coup, voilà, cette petite vidéo qui montre un petit peu la vision de Sony au niveau des voitures. C'est la vision de n'importe quel constructeur de bagnole. Hein. Voilà, c'est une bagnole avec une pub qui ressemble à une pub pour du parfum. Voilà, donc ça veut dire plus de plans au drone que de plans sur la bagnole. Mais toujours est-il que en termes de design, elle n'est pas dégueulasse. Franchement, j'aime beaucoup l'avant, les phares et tout, c'est stylé. Ouais, le petit logo intégré comme ça qui se croise. Alors on voit ici l'écran qui prend toute la largeur du tableau de bord. Alors ça rappelle du coup les écrans de chez Mercedes qui maintenant ont ça sur les nouveaux modèles. Et tu as du coup, si tu le souhaites, une deuxième vidéo qui est juste en dessous et qui là va montrer un petit peu plus les détails de la voiture, c'est-à-dire évidemment comment fonctionne l'application qui est liée à la voiture, comment fonctionne également le système infotainment, puisqu'ils appellent ça évidemment maintenant dans les véhicules, les systèmes de radar, etc. Et puis le design intérieur aussi qu'on voit. Avec un écran qui prend pour le coup vraiment toute la largeur, même pour le passager. Pour le coup, il a même son petit écran à lui. Alors évidemment, la classique, navigation, musique, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très sobre, trop sobre. Mais... Genre, il n'y a rien à l'écran. Trop sobre. Trop sobre. Moi, je trouve que tu as l'essentiel. Regarde, quand il met une musique, ça prend tout l'écran, il n'y a rien. Il n'y a pas d'info. Là, il va dire, OK, envoie-moi là. Donc là, il est en train d'expliquer qu'évidemment, tu as un assistant vocal. Tu lui dis, tu vois, là. Donc ça, c'est le player musical. Mais l'espace que ça prend sur l'écran pour rien. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et la techno, elle est ailleurs, en fait. Et puis, c'est même pas ça. C'est que dans ce genre de cas-là, tu vois, moi, je pense qu'au contraire, c'est de l'intelligence. Parce que dans ce genre de cas-là, ta musique, quand tu la mets, il faut que tu puisses la partager avec ton passager. C'est pas que pour ta gueule. Ce serait tout petit dans un coin, ce serait plus gênant pour être accessible à tous les deux.
Alors ça pourrait être une barre, tu vois. Ah oui, je vois. Toujours est-il que voilà, je trouve que ça prend un petit peu beaucoup de place. Enfin, en gros, en termes d'interface, je trouve que ça m'éclate pas beaucoup. Alors on verra quand ça sortira. C'est peut-être juste de la réflexion. Oui, voilà. Mais tu sais, ils avaient déjà présenté un concept car il y a 2 ans, dans le même esprit, où c'était en fait comment te dire, les technos, elles n'étaient pas tant sur l'affichage, sur des choses comme ça. Elles étaient sur l'usage. Là, on a vu, il t'expliquait le son, comment il est mis sur la personne. Qui est lié au passager. Voilà. Et en fait, il me semble que déjà, il y a 2 ans, ils t'avaient expliqué que limite, tu pouvais avoir 4 musiques différentes et chacun écoutait son truc. Je pense qu'ils sont plus... Ouais, c'est un peu le bordel. Oui, mais c'était censé être zoné, c'est-à-dire que tu n'embêtais pas la personne à côté de toi. Ça, faudra voir. Mais j'aime bien les designs de leur voiture. Franchement, de leur proposition... Le design est plutôt sympa, effectivement. On a vu tout à l'heure le changement de fil automatique. Là, on voit le téléchargement d'une nouvelle update via l'application, etc. Moi, j'aime bien. Alors, on en parlait un petit peu en début d'émission, et je ne vous ai pas trop dit ce que j'en pensais pour vous le dire en live, mais en gros, j'ai l'impression qu'ils te montrent le futur, sauf que, en fait, désolé, mais j'ai déjà ça, donc c'est pas le futur, ça, les gars, c'est le présent. En fait, ils sont en train de nous montrer, regardez, la voiture de Sony, c'est révolutionnaire. Et toi, t'es en mode, mais frérot, c'est juste l'écran de chez Mercedes dans la bagnole de chez Tesla. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau, tu vois. Et d'ailleurs, ce que j'ai compris, en plus, elle est moins autonome qu'une Tesla en termes d'autonomie. C'est l'autonomie de plus, là où Tesla vise du 5, mais ils y sont pas encore. D'accord, ok. Pour le moment, je dirais qu'ils sont kiff-kiff. Ils sont à peu près, tous les constructeurs, ils sont sur du régulateur de vitesse plus maintien dans la voie. Enfin, il n'y a pas grand-chose d'autre. Tesla propose un petit peu plus, mais dans des villes précises, sur des updates précises, des véhicules précis. Ouais, bon. Moi, ce que je te réponds, ce que tu te réponds tout à l'heure, c'est que tu pourras streamer des jeux PlayStation dedans. Mais alors, à quel endroit? Parce que si c'est sur l'écran, on a le mode voir, c'est vrai que ça peut te déconcentrer quand t'es conducteur, si le mec à côté joue. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait d'écran à l'arrière. Notamment. Parce que là, pour les on n'a pas vu en tout cas. Ça peut être sympa de pouvoir se dire, je fais une petite partie. Alors après, comme tu disais, le streaming. Peut-être en option. Voilà, ça embarquera une connexion 5G, mais effectivement, ton streaming, si tu traverses la France. Là, sur ton Paris-Caen, je peux te dire qu'à un moment donné, arrivé en Normandie, ça va couper, quoi. Mais bon. Tesla, ils ont interdit là de jouer pendant que tu roulais. Pourquoi est-ce que tu peux jouer alors. C'est juste le passager. Non, mais le passager. Ils ont interdit quand? Le passager. Là, il y a une semaine, ils ont annoncé. Enfin, ils ont interdit. Il y a une semaine, je pouvais encore le faire. Tu dis je suis passager et... là, ça va être fini. Oui. Profite. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont abusé de ça? En fait, il y a eu des accidents, ça a causé des accidents, et donc tu as forcément des associations qui montent au créneau, et donc ils verrouillent tout. Ils verrouillent. Ouais. Donc profites-en, ça a de la foi. Le système de jeu vidéo embarqué, c'est plus pour l'arrière, quoi. C'est grave pour les gosses ou pour les... Mais oui, le problème pour moi c'est ça, c'est que si tu le mets devant, ça peut être perturbant pour... Ouais, c'est un peu compliqué. T'es en train de jouer, tu commences à t'énerver, à hurler, tu fais un mauvais geste, le conducteur... Le mec est en train de faire un FIFA, tu sais, à l'avant, quoi. Mais clairement, et puis c'est juste un truc qui vit, qui bouge et tout, ça attire l'œil. Ça déconcentre. C'est clair. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut limiter ça. Une question très conne sur ce genre de bagnole, tu peux te mettre une vidéo? Tu peux mettre peut-être pas Netflix, mais... quand t'es à l'arrêt en train de charger, tu te mets Netflix. D'accord. Mais tu peux techniquement rouler, te mater une série. Enfin, techniquement, tu peux le faire. Tu peux pas rouler avec Netflix allumé. D'accord, ok. Mais à l'arrêt, oui. D'accord, ok. Tu peux YouTube, Netflix, tout ça, ça fonctionne très bien. Bref, c'est pas mal, juste rien de nouveau, quoi. Ouais, donc rien qui va faire parler. Peut-être le design un peu, même pas. Enfin, le design de la bagnole, mais... Oui, est-ce qu'elle change de couleur? Oui, elle est sympa, mais elle est... Ouais, c'est ça, il faut qu'elle change de couleur maintenant. En fait, elle est sympa, mais elle n'existe pas, tu vois. Ouais. S'ils avaient montré le modèle, tu vois, le prototype, et que tu le vois, et que tu as une caméra qui tourne autour, tu te dis, elle existe, c'est bon, il y a un truc. Ouais. Là, pour le moment, c'est que de la réflexion, donc voilà, c'est sympa, mais ça ne fait pas encore de Sony le constructeur de demain. Et puis, entre l'idée et la production... C'est un bordel, parce qu'il faut en avoir des usines pour les faire, les bagnoles. Après, est-ce que c'est pas j'allais dire une console. Est-ce que c'est pas une voiture qui s'adresse au public japonais? Mais si. Parce qu'en fait, il faut quand même rappeler que le Japon, au Japon, en tout cas selon Tev ici Japon, je pense qu'il a totalement tort dans ce qu'il dit, le Japon est quand même très... ils aiment bien les choses qui viennent de chez eux. Oui. Et c'est vrai qu'il expliquait notamment les stations de métro, les téléphones portables. Il disait que sur les smartphones, qu'ils ont raté le coche en fait, avec l'iPhone, etc., qui est arrivé, parce qu'eux, ils avaient déjà tellement de technologie dans leur smartphone à clapper de l'époque. Quand l'iPhone est arrivé, il n'y avait pas de grosses boîtes japonaises qui présentaient un produit digne, et que du coup, ils ont raté le coche. Et de fait,
tout le monde se retrouve avec des iPhones à terme. Mais ils sont quand même apparemment bloqués dans une sorte de passé néo-futuriste, j'exagère un peu, et que du coup, est-ce qu'au lieu d'avoir une ribambelle de Tesla au Japon, ce ne serait pas ce genre de voiture-là que tu peux avoir parce qu'ils aiment bien avoir leurs propres produits à eux en leur possession? Et c'est peut-être un peu tard, tu vois. Enfin, ils auraient dû sortir ça il y a 2-3 ans, tu vois, 3-4 ans, je sais pas. Ouais. Après, c'est Sony, ils sont nouveaux sur les bagnoles. Enfin, ils font des conneries, mais c'est la première voiture qu'ils font. Je pense. Moi, j'ai jamais eu vent. Leur bagnole, c'est le deuxième, comme ça. C'était un concept, mais ça s'appelait Vision S, donc j'ai l'impression que c'est juste le même concept amélioré, quoi. Donc effectivement, ils ont tout approuvé et ils se démarquent pas plus que ça par rapport à la concurrence, j'ai l'impression. En effet. Bref, le CES un peu décevant, finalement, il n'y a pas grand-chose. Mitigé. Quelle note donneriez-vous à ce CES 2022 C'est compliqué parce qu'en plus c'était encore un CES. Pour nous c'était un CES virtuel et pour plein de gens, tu vois, c'est un truc virtuel. Même des gens sur place, apparemment LG c'était virtuel. Ouais, c'est ça qui est un peu compliqué. Donc, pour montrer la vidéo de Pépé, si on l'a qui traîne honnêtement, moi, comme une âme en peine. L'année dernière, j'ai aucun souvenir des annonces du CES de l'année dernière. Aucun. Mais c'était le bordel l'année dernière. C'était trop. CES, il n'y avait rien, quasiment rien. Cette année, il y a des trucs quand même que je vais retenir, les écrans pliants, les trucs comme ça. Donc en termes d'annonces, pour toi, c'était pas totalement décevant. On est un peu en dessous de ce qu'on peut attendre. Il y avait des trucs chouettes quand même. Il y avait quand même des trucs un peu chouettes. Est-ce qu'il y a un produit où tu te dis je veux ça chez moi après-demain? Franchement, le ZenBook Fold, moi, lui, il est vraiment intéressé pour il est méga. Je sais pas si je vais être vraiment convaincu, parce que le truc qui fait 2 kilos, alors que c'est ultra portable, bon, j'attends de voir, mais je suis très, 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 très intéressé de le tester. Ouais. Bon, ok, écoutez, on se donne rendez-vous, évidemment, l'année prochaine. Du coup, pour voir si le CES revient en physique, avec peut-être plus d'annonces. Il y a le Mobile World Congress déjà dans un mois qui, à mon avis, ne verra pas forcément le jour. Il y a le WC dans un mois avec, moi, j'y crois, avec derrière en même temps le S22. Lui, il sera encore annoncé hors. Il y a ça. Il y avait ça au CES, on n'en a pas parlé. Moi, j'attends de voir ça. Je crois que Pépé veut nous le ramener dans le récap, donc hâte de pouvoir tester ça. Mais apparemment, c'est une boîte française qui fait ça. C'est un casque connecté et qui est en plus connecté à un boîtier qui est dans la moto, qui fait aussi traceur GPS, sécurité, etc. Donc sans abonnement. Avec abonnement, je pense. Mais ça pour le coup, ça me choque moins. Lui, oui, son chien, non. Bah ouais. Mais non, mais c'est un peu ça. Je comprends. En mode frère, c'est ma vie, c'est quand même autre chose. Bref, toujours. Et puis surtout, une moto, ça coûte 10 000 balles. Donc t'as un peu envie de la traquer quand il y a un mec qui veut te la voler. T'es un petit peu rassuré sur tout ça. C'est sûr. Toujours est-il qu'on verra évidemment quand ça arrivera sur le plateau du récap avec l'ami Pépé. Puis enfin, on peut terminer en disant qu'on fête un anniversaire. Mais oui, est-ce que j'ai interdit à JK de le regarder, mon tweet? Parce que figurez-vous que le CES a aussi et longtemps servi d'endroit d'exposition pour des grandes premières et des choses qui ont marqué les esprits. Et je pense que les 40 ans aujourd'hui qu'on fête d'un appareil, ça va te parler, JK, à toi. Donc, je ne sais pas. Voilà, exactement. Qui avait été présenté à l'époque. Je l'avais ramené, je crois, une fois. Ouais, c'est pour ça que je te le montre. Moi, je l'ai ramené en version mini parce qu'il était sorti en mini. Et donc, tu t'en parleras beaucoup mieux que moi du Commodore 64. Non, mais voilà, je voulais vous montrer ça parce que le CES a aussi servi par le passé quand même à des choses qui ont marqué les esprits. C'est quand même le premier. Ça existait déjà. Je suis content. Oui, non, mais ça fait. C'était un salon pour la vidéo, des magnétoscopes. Atlanta, New York, ils ont fait faillite. C'est baladé pas mal. Mais en 82, c'était déjà à Vegas. Voilà, c'était déjà à Vegas. Je crois que c'est depuis les années 70. Moi, ce qui me ferait marrer, ce serait de trouver un vieux journaliste, tu vois, qui a connu les CES de cette époque, tu vois. En France, on a Victor. Il y en a encore quelques-uns, mais on a Victor, qui est journaliste, qui est un vieux journaliste tech spécialisé, qui a fait je ne sais combien de CES. Parce que quand vous allez au CES, en fait, pour les petites histoires, vous avez sur votre passe, sur votre accréditation, une pastille en fonction du nombre de CES que vous avez déjà fait. Donc, quand vous avez, au bout de 10 CES, vous avez une certaine couleur. Et lui, je me souviens avoir fait des CES avec lui. Gratuit. Et il était déjà... Il a la pastille noire. Je pense que ça, il l'a vu. Enfin, clairement, il l'a vu au CES. Au 82, oui, je pense qu'il est 70, pas loin, voire peut-être... J'aimerais tellement voir les interviews de mecs dans les années 90 au CES. Ou même fin 80, voilà, c'est début 80, tu vois, mais une interview de mecs pour leur dire alors l'avenir c'est quoi et tout, et que à l'époque t'avais pas un man qui avait internet en vue, tu vois, ils étaient tous un peu à côté de la plaque, et du coup c'est marrant de voir que c'est ça qui a changé le monde. Mais il y a eu plein de choses. C'est vrai qu'à une époque c'était les télés, donc les télés, il y a beaucoup de téléviseurs qui ont été là-bas et qui ont
été lancés. Mais aujourd'hui, oui, on cherche encore un petit peu l'innovation, le game changer. Il n'y a plus trop. Quoi, le Commodore 64, à l'époque, quand il était présenté, j'imagine que ça n'a pas fait plus de buzz que ça. C'était un ordi parmi tant d'autres. C'est avec le recul qu'on s'est rendu compte. Pas tant que ça. En 82, c'était pas tant que ça démocratisé, les ordinateurs. Je pense il n'était pas le seul à exister, tu vois. Alors peut-être qu'il était pas cher, etc. Il avait un autre format. C'est vrai. Mais est-ce qu'on en a beaucoup parlé? Je sais pas, tu vois. Je trouve dur quand tu dis qu'on a du mal à trouver le game changer. J'imagine que c'est au CES qu'on a pu voir pour la première fois des écrans OLED, par exemple. Ouais, est-ce qu'on je suis même pas sûre parce qu'il y avait aujourd'hui, une fois que tu es sur le LED, tu reviens plus en arrière, tu vois. Oui, mais je pense qu'on a pu. En fait, quand je te dis ça, c'est que quand tu as de l'OLED qui arrive aujourd'hui, tu sais qu'il y a 2-3 marques qui vont en lancer quasiment en même temps. Honnêtement, on en a vu à l'IFA il y a déjà 7-8 ans des modèles OLED 4K, même des premiers écrans 8K. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus le truc qui déboule et qui est tout seul sur son créneau et qui vraiment fait waouh. Enfin là, on fait waouh pour une voiture parce que c'est fun. Je suis pas sûre que demain ce soit la technologie du futur de la bagnole. Tu vois ce que je veux dire, c'est le côté. Il y a un mec qui arrive avec une vraie idée, parce que déjà on voit beaucoup plus de choses. Avec Internet, quoi. Tu vois. Ouais, non mais c'est ça. Regardez les gars, j'ai inventé Internet. C'est dans une boîte. C'est le Tesseract. C'est ça où je te dis qu'il y a plus un truc qui arrive et on sait que. Il va bouleverser toute l'industrie derrière. Ouais. C'est ça. Le Commodore, à l'époque, c'était un petit peu ça, parce qu'il était différent, le clavier, le look et tout, et que derrière, il s'est vendu à des millions. C'est le premier ordinateur qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Populaire au monde. C'est devenu un produit hyper populaire, et il a été présenté là-bas, avec un effet waouh. Les premiers téléviseurs, en effet, étaient présentés là-bas dans les années... Mais laisse le temps au temps, tu verras. L'année prochaine, il y aura un truc qui fera waouh, on sera là pour vous en parler, on sera peut-être même sur place, on sait pas. C'est parce qu'on bouffe trop de tech. Exactement, on en bouffe tout le temps, avant on n'en bouffait jamais. Donc quand on bouffait, tu étais en mode oh putain, c'est dingue. Bref, l'avenir pour le moment, c'est le récap. Et c'est d'ici quelques minutes, évidemment, juste après le Before. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce journal du hardware. Merci à vous d'avoir été autour de ce plateau. Merci aussi en régie. À la semaine prochaine pour un nouveau JDH.